Ok, voilà, on y va. Ok, donc désolé, ça. J'essaie vraiment, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que j'arrive toujours pas à faire une ravouta normale de la yeshiva au 21e siècle. Là. Et je suis sûr que, et je te dis, j'ai fait plein de trucs et tout ça, et je suis toujours au point zéro, quoi. Et je suis énervé, là. J'ai carrément j'ai une caméra portable et tout ça que je pourrais mettre sur mon. Enfin bref, j'en sais rien. Pour l'instant, enfin, désolé du retard en tous les cas. Et, Pas voilà, de bon, problème. j'espère que. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, c'est tout. Et, en tout cas, donc voilà, donc on est dans la Gemara dans Kiddushin, on est d'Afkav Gimel Hamoud Bet 23b. Et donc normalement en fait, donc voilà, donc normalement en fait, on devrait commencer le Tosfot. Bon, voilà, donc on va faire parce que le Tosfot il est très, très long, je vous avertis. Et on va essayer d'aller lentement, etc. Donc en fait, voilà, donc on est page 23b et on est dans le Tosfot. On va commencer le Tosfot vers Rabbi Eliezer. On ne fait pas les rachis. Hein. Les bien que je vois. Les rachis, vous les avez fait, ouais. Mais Rachid, en fait, j'explique, tu as raison. En fait, le vrai problème, c'est vrai qu'on n'a pas fini vraiment. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Je pense que oui, on les avait fait. Et, en fait, Non, je dis ça parce que c'est les rachis chez vous. Hein, c'est pour ça. c'est vrai, je ne savais pas du tout. Voilà. Ouais. D'accord, alors, si alors on peut faire les rachis. Parce que si tu veux pas, simplement, je vais simplement. D'accord, donc je vais refaire la commande rapidement. Parce que simplement, je vais simplement. Parce que je sais pas, avant de commencer, tu vois, quand même, c'est-à-dire, tu vois, le Tosfot, Rabbi Eliezer, tu vois, en fait, si tu vois, il est très très long. Je vous avertis. Si tu tournes la page, tu vois la 23b, il continue sur la page 24a. Oulala, ouais. D'accord. Et en fait, simplement pour dire, en fait, parce que pour expliquer l'histoire, je dis simplement, en fait, bon, je vais pas faire comme tu dis, comme tu veux faire Rachid, on n'avait peut-être pas fait Rachid en réalité. Si tu veux, dans la Souga précédente, on n'avait pas fait. Grosso modo, mais c'est-à-dire que la Souga qu'on est en train de faire, qui est en fait à savoir, est-ce qu'un esclave, il peut avoir acquérir quelque chose sans que son maître il acquiert automatiquement, ou bien est-ce qu'une femme, elle peut acquérir quelque chose sans que son mari l'acquiert automatiquement? En réalité, cette Souga elle-même, si tu veux, elle est divisée un petit peu en deux parties. Le Tosfot, il est sur la première partie, mais je vais répéter, et en fait, bon, je vais répéter simplement très rapidement la première partie, et après ça, on va rentrer on va refaire comme toi, tu as voulu faire Rachid, alors on va faire Rachid, peut-être la raison qu'on n'a pas fait, en fait, le Rachid sur 24a, sur la page 24a, qui est la deuxième partie de la Souga, mais je vais répéter quand même rapidement la première partie, au cas où, quand on finit Rachid, on a le temps de commencer Tosfot, etc. Donc, en fait, dans la première partie, qu'est-ce qui s'était passé? La Gemara, elle avait dit que Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, un esclave, il peut se racheter lui-même. Il peut être racheté, pardon, que si jamais quelqu'un d'autre le rachète. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour lui, pour qu'il se rachète. Alors que Rabbi Chachamim, il pense que non, il peut se racheter lui-même. Il y avait une possibilité où l'esclave, tout ça on parle d'un esclave non juif, il se rachète lui-même, en faisant lui-même l'action de rachat. Et la Gemara, elle avait dit, en réalité, au début, elle avait dit, quelle est la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim? Et la Gemara, elle avait dit, oui, selon Rabbi Meir, un esclave, en fait, il peut pas acquérir quelque chose sans que son maître, il acquiert automatiquement. Donc, c'est pour ça que la seule manière qu'il soit racheté, c'est si quelqu'un il paye pour lui. Et Chachamim, il pense que c'est possible. La Gemara, elle avait dit ça, en fait, que comme, en fait, si tu veux, une Hava Amina, comme, est-ce qu'on va dire que c'est comme ça? Et ensuite, la Gemara, elle avait dit, non, ça veut dire que c'était sûr que si quelqu'un il donnait de l'argent à l'esclave, l'argent, il allait directement chez le maître. Mais en fait, la Gemara, elle avait ramené deux options depuis qu'elle a marloquette. La première option, c'était l'option de Rabat, je crois, c'est Rav Shechet qui dit, Rabat, il dit au nom de Rav Shechet. C'est-à-dire, en fait, de dire que la marloquette, elle est quand celui qui a donné l'objet ou l'argent à l'esclave, il a fait une condition en disant, je te donne cet argent à condition que le maître ne l'acquiert pas. Et selon Rabbi Meir, cette condition, elle n'était pas valable, parce qu'en fait, l'esclave, il acquiert l'argent automatiquement, et donc, en fait, ça annule, ça fait que ça vient tout de suite chez le maître, et donc la condition, elle est complètement annulée depuis le début. Et Rabbanan pense que non, que la condition, elle marche, tu vois. Et ça serait l'opinion. Donc ça, c'était ça c'est la discussion selon Rav Shechet, on va dire, tu vas vous faire court, selon Rav Shechet, entre Rabbi Eliezer, entre Rabbi Meir et Chachamim. Donc ça parlerait du cas où le type, il a fait une condition, quelqu'un a donné de l'argent à condition que le maître n'a pas de possession dessus. Et selon Rabbi Meir, la condition, elle fonctionnerait pas. Et selon Hachamim, la condition, elle fonctionne. Donc c'est possible que l'esclave, ça veut dire que l'esclave, il se retrouve avec de l'argent que le maître n'a pas acquis. Ça, c'était la première opinion.
La deuxième opinion, c'est l'opinion de Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, lui, il pense que d'après tout le monde, si quelqu'un fait une condition, quand il donne l'argent à l'esclave ou à la femme, la condition, elle serait complètement annulée. Mais en fait, c'est-à-dire, mais la discussion, elle est dans un cas où l'argent, il a été donné à l'esclave en lui disant, on te donne cet argent uniquement pour que tu te libères avec. Et dans ce cas-là, puisque en fait, même l'esclave, il n'a pas de possession réelle sur l'objet, donc en fait, le maître, il l'acquiert pas. Et donc, c'est dans ce cas-là uniquement que Chachamim, il pense que l'esclave, il pourrait se libérer opérer lui-même l'action du rachat. C'est-à-dire que la personne qui lui a donné l'argent, elle lui a dit, je te donne cet argent uniquement pour que tu te rachètes avec. Et ça, selon Chachamim, ça fonctionne. Et selon Rabbi Meir, ça fonctionne pas parce que même dans ce cas-là, on dira que l'esclave, il acquiert l'argent d'une certaine manière et ça revient tout de suite au maître et donc il n'y a pas de libération possible. Donc ça, c'est les deux opinions finalement finales qui restent dans l'interprétation de la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Ça veut dire soit ils discutent dans le cas où quelqu'un il a simplement donné l'argent en donnant une condition, en disant à condition que ton maître ne l'acquiert pas, ou bien dans le cas de la femme, à condition que ton mari ne l'acquiert pas. Ça, c'est une première version. Et là-dedans, une discussion Rabbi Meir et Chachamim. Deuxième version, la discussion Rabbi Meir et Chachamim, elle est dans le cas où l'argent a été donné soit, tous les cas dans le cas de l'esclave, uniquement, disons, on te donne cet argent pour que tu te libères. Et dans ce cas-là, uniquement, Chachamim, il dirait que l'esclave peut acquérir d'une certaine manière l'argent pour se libérer. Et même dans ce cas-là, Rabbi Meir, lui, penserait que ça ne fonctionnerait pas. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Elazar. C'est clair. Ouais, j'espère que c'est clair. Ouais. Et voilà, et ça, c'est la Merci pour la récapitulation. donc ça, c'est la première partie de la Souga. La deuxième partie de la Souga, elle est en fait, si tu veux, elle consiste dans une contradiction. Je suis désolé que je vous donne un bruit de fond. Je sais pas, alors qu'il n'y avait personne ce matin. Oh non, c'est très bien, ça nous fait du bien d'entendre les Yeshiva un peu. Mais grave, de la voir aussi, on a kiffé. Ouais, magnifique. Ok, d'accord. Bon, en tous les cas, d'accord. Moi, ça me fait beaucoup bien de venir, en tous les cas, ça c'est sûr. Ouais, je peux imaginer, ben oui. Bref, en tous les cas, moi, je continue. Et donc, en fait, la deuxième partie, maintenant, ça veut dire, si le casque aurait marché, ça n'aurait pas eu de problème, mais bon. C'est bon. Peu importe, mais moi, je ferme la parenthèse. En tous les cas, la deuxième partie de la Souga, ça consiste entre une discussion entre Rabbi Meir et comment dire, et Chachamim, une contradiction dans la vie de Rabbi Meir et Chachamim. C'est-à-dire que la deuxième partie, elle parle donc du rachat, de la mitzvah du rachat. Enfin, si quelqu'un veut racheter le maaser sheni, et donc la loi, elle est que si c'est le propriétaire lui-même qui rachète le maaser sheni, il doit rajouter un cinquième, c'est-à-dire qu'il veut dire 25%, en fait, un quart. Et ça veut dire et transmettre l'argent, ça veut dire enlever, c'est-à-dire la kedusha qu'il y avait sur les fruits et les mettre sur l'argent. Et donc, avec cet argent, il va manger cet argent à Jérusalem au lieu d'amener tous les fruits à Jérusalem. Donc, ça, c'est si le propriétaire, il fait lui-même le rachat, il doit rajouter 25%. Si c'est une autre personne qui fait le rachat des fruits, lui, en fait, il n'est pas obligé de rajouter 25%. Il rachète les fruits, il transmet la valeur de la kedusha du maaser sheni sur l'argent sans rajouter rien du tout. Et donc, la Braïta nous disait en fait que si jamais une femme, elle rachète le maaser sheni de son mari, donc Rabbi Meir là-bas, il disait que il faut pas qu'elle rajoute un cinquième. Elle n'est pas obligée de rajouter un cinquième, donc c'est comme si elle rachetait le maaser sheni de quelqu'un d'autre. Alors que Chachamim, il pense là-bas qu'il faut qu'elle rajoute un cinquième, donc c'est comme si c'était le mari lui-même qui rachetait son propre maaser sheni. Et donc ça, c'était une contradiction, puisqu'a priori, le cas où l'Agma se dit, bon, ok, ça veut dire, si ça parle du cas où elle utilise l'argent du mari, c'est évident qu'il faut rajouter le cinquième. Si jamais elle utilise son propre argent, c'est sûr qu'il ne faut pas rajouter le cinquième. Donc, l'Agma l'avait dit, ça peut parler que dans un cas où quelqu'un a donné de l'argent à la femme à condition que le mari n'ait pas de possession dessus, ou bien que quelqu'un a donné de l'argent à la femme à condition qu'elle rachète le maaser sheni avec. Or, si c'est ce cas-là, il se trouve que les avis sont inversés entre Rabbi Meir et Chachamim, puisque Rabbi Meir, lui, il a dit chez nous que l'esclave ou a priori la femme ne pourrait pas avoir d'acquisition dans aucun cas, sans que le mari ou le maître reçoive cet argent. Or, ici, c'est Rabbi Meir qui dit que il faut pas rajouter un cinquième, donc ça veut dire que la femme elle a une acquisition sur cet argent. Et par contre, Chachamim, ils pensent le contraire. Ils pensent qu'il faut qu'elle rajoute un cinquième, alors que chez nous, c'est eux qui ont dit que la femme, elle peut avoir de l'argent qui lui appartient si jamais on fait une condition que le mari n'a pas de
de domaine, n'a pas de propriété dessus, etc. Donc voilà, donc c'est contradictoire. C'est ça la contradiction que la Gemara demande. Et finalement, donc ça c'est la question, ça veut dire, voilà, c'est a priori, donc l'agma par déduction, elle dit que cette histoire de la femme qui rachète le clan, que je répète encore une fois, que donc la femme qui rachète le maaser chéni de son mari, ça parle, par déduction, on dit, sûrement ça peut parler uniquement du cas de quelqu'un qui aurait donné de l'argent à la femme à condition que le mari n'a pas de prise dessus, ou bien que quelqu'un a donné de l'argent à la femme à condition qu'elle rachète le maaser chéni avec uniquement, suivant l'interprétation de Rabbi Elazar. Et l'agma dit, et en tous les cas, quoi qu'il en soit, les avis sont inversés, puisque dans ce cas-là, Rabbi Meir, lui, il dit qu'il faut qu'elle rajoute un cinquième. Non, oui, donc ça veut non, il ne faut pas qu'elle rajoute un cinquième, pardon, il ne faut pas qu'elle rajoute un cinquième. Donc ça veut dire que l'argent, en fait, lui appartient à elle. Et Chachamim, il pense qu'il faut qu'elle rajoute un cinquième, donc ça veut dire que c'est le mari qui a l'argent, donc c'est contradictoire. Ça, c'était la contradiction, la question dans la deuxième partie de la Sougia, c'est ça ce que l'agma demande. Et l'agma, finalement, elle va répondre en disant non, en fait, on ne parle pas du tout de ça. On parle, en fait, d'une femme qui a hérité du maaser chéni de son père. Et que la discussion, elle est de savoir, en fait, est-ce que ce maaser chéni, il est l'argent d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on avait vu que Rabbi Meir, il y avait, à part ça, donc une autre discussion en ce qui concerne le maaser chéni, c'est si jamais, par exemple, est-ce que quelqu'un peut utiliser l'argent du maaser chéni, par exemple, pour se marier, en disant, voilà, ou même du maaser chéni, pas de l'argent, mais même des fruits, il est à Jérusalem, il a du maaser chéni, il donne le fruit à une femme en disant que tu sois mes coups d'échette avec ce fruit-là, et qu'elle peut manger à Jérusalem, puisqu'on peut manger n'importe qui, ça veut dire le propriétaire, il peut donner ses fruits à qui il veut. Mais malgré tout, Rabbi Meir, il pensait là-bas qu'elle n'est pas Mekudeshet, parce qu'en fait, on avait vu dans les versets que le maaser chéni appartenait à Hachem, et donc même si propriétaire et tout le monde peut les manger à Jérusalem, en fait, c'est comme s'il mangeait de la table d'Hachem, c'est comme si, jusqu'à ce qu'il mange, ça appartient à Hachem. Ça sort du domaine d'Hachem qu'au moment où on le mange, quoi. Et donc on le consomme. Et donc en fait, il peut pas, donc c'est pas son argent, et donc il peut pas, par exemple, se marier avec, il peut pas le donner à une femme pour qu'elle soit Mekudeshet, même si la femme elle peut ensuite manger le fruit. Ça c'était l'avis de Rabbi Meir. Chachamim ils vont pas jusque là, malgré ce qui est marqué dans le verset. Ils pensent que non, que puisqu'on a l'usufruit de ce maaser, donc en fait c'est l'argent du propriétaire, et donc il peut se marier avec. Ça c'était une discussion ailleurs. Et la Gemara a dit, en fait, cette discussion qu'il y a chez nous en ce qui concerne la femme qui rachète le maaser chéni, est-ce qu'elle doit rajouter un cinquième ou pas, elle dépend de cette même discussion, dans le sens où ça parle d'une femme qui a hérité du maaser chéni de son père. Et donc l'idée, c'est que si jamais en réalité le maaser chéni, il appartient à Hachem, donc il se trouve en fait que la femme, quand elle reçoit le maaser chéni de son père, en fait, le mari, il n'a pas prise dessus du tout. Et donc, en fait, si jamais elle va le racheter avec l'argent du mari, par exemple, donc c'est comme si c'est une tierce personne qui le rachète, puisqu'en fait, c'est comme si elle avait acquis d'Hachem, donc en fait, ça échappe en fait à tout pouvoir que le mari aurait pu avoir sur ce maaser chéni qu'elle a hérité. Par contre, et ça serait l'opinion de Rabbi Meir, et donc c'est pour ça, puisque Rabbi Meir, il pense que le maaser chéni, c'est l'argent d'Hachem, donc automatiquement, si elle rachète le maaser avec l'argent de son mari, elle ne doit pas rajouter un cinquième, puisque ce maaser chéni n'a jamais lui-même été acquis à son mari, il est simplement venu directement de son beau-père en passant par Hachem chez elle, quoi. Et donc le mari n'avait jamais eu de prise dessus, donc on peut racheter le maaser. Si elle rachète le maaser chéni avec l'argent de son mari, elle ne rajoute pas un cinquième. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Alors que selon Chachamim, puisque l'argent en réalité du maaser chéni, il appartient au propriétaire. Donc quand son père est mort, la femme a hérité, mais on sait que quand la femme hérite, le mari a un certain droit sur cet argent puisqu'il peut avoir l'usufruit des héritages de sa femme. Donc c'est-à-dire qu'il faut acheter des terrains et que le mari ou des appartements et que le mari il prend les dividendes, quoi, il prend les loyers ou il prend le prix des récoltes, il prend une partie des récoltes. En tous les cas, donc comme il a un certain droit, donc c'est selon Chachamim, comme le maaser chéni, c'est l'argent du propriétaire, donc ça veut dire que c'était l'argent du beau-père. Donc quand la femme elle hérite de son beau-père, elle hérite pas d'Hachem, et donc le mari il a un certain droit sur ce maaser chéni, et à cause de ça, si elle veut le racheter, ça veut dire quand elle le rachète, si elle utilise l'argent du mari, c'est comme si le mari lui-même, d'une certaine manière, il rachetait son propre maaser chéni, et c'est pour ça qu'il doit ajouter un cinquième. Voilà, ça c'est la conclusion de la Gemara, c'est ça ce que la Gemara dit, quoi. Je ne sais pas si est-ce que c'est clair? C'est clair. Et quand ça conclut avec l'autre, c'est clair. Ouais.
Ouais, super, je suis content. Voilà, je ne sais pas vérifier en regardant ce que vous faites. Si vous êtes en Non, train non, je de- vous assure, on prend On des est là, notes. on est là. On Ouais, est là, ok. on est là. Mais Moi, je je me vois, suis même mis debout pour pas m'endormir. Alors Aïe, vraiment, aïe, aïe, je fais le aïe, coup, Ah, on fait c'est le une coup là. technique qui marche bien. Hein. ok, Ouais, pas ça de- marche bien. Mais je suis en train de marcher en écoutant et tout. Donc tu là, ok, vous en faites pas. ok, super. Bon. Alors maintenant, on fait Rachid, puisque voilà, sur la deuxième partie de la Souga, puisque c'était ça ce que Valentin il a dit, puisque c'est la meilleure taille de Rachid aujourd'hui. Donc, je pense qu'en fait, C'est on Roche est. ce soir. C'est ça? Ouais. Je l'ai ce soir, et Ouais. Ouais. je savais pas que c'était. Ok. Et le Donc, 29 Tammuz, c'est il va faire le ouais, c'est Bishogim Misrak. ouais, j'avais fait moi un espèce sur Rachid, parce que les Lubavitch, tu me l'avais demandé et tout ça. Je sais pas où est-ce qu'il doit y avoir une vidéo dessus. Il m'avait demandé de faire un shiur le jour du espèce de Rachid. Je sais pas où est-ce qu'elle est la vidéo, elle doit être quelque part. Bon, bref, ouais, ça a été l'année dernière. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Quel Lubavitch? C'est parce que tu vois, les Lubavitch, enfin bref, j'ai pas envie d'entrer là. On rentre pas là-dedans, on étudie Rachid et on oublie. Voilà. Mais si vous retrouvez la vidéo, je sais pas, c'était pas mal. L'espèce, c'était pas mal. La vérité, honnêtement, c'était pas mal. Je me rappelle plus, je pense que c'était bien. Je pense que c'était bien, mais je sais pas si je le retrouverai. Bon, j'avance. Alors, en tous les cas, donc maintenant, donc on est dans Rachid, début de la page, en haut de la page 24a, premier Rachid. D'accord. Donc Rachid, donc la Mishnah, elle disait que donc la femme, elle doit rajouter un cinquième. Donc la première ligne de l'Agmara sur lequel Rachid parle, c'est la vie de Chachamim qui disent En isha poda maaser sheni velo chomesh. Ça veut dire une femme, elle ne peut pas racheter le maaser sheni a priori de son mari sans rajouter le cinquième, c'est-à-dire 25%. Vous voulez Alors, qu'on lise là pour ou si ça vous va? voulez, moi je suis d'accord, moi je suis mais je suis pas d'accord, je suis pas. Mais C'est ce attendez, que tu veux. c'est le premier Rachid. C'est La ce page 24, la page 24A, puisqu'en fait, les autres rachis, on les avait Ah, déjà 24 fait. ça, on est retourné en arrière. Ok. Parce que toute la première souga, ça c'est sûr, la première partie, les premiers rachis, je Ouais. pense je suis pratiquement certain qu'on les avait fait. On n'aurait pas avancé si on ne l'avait pas fait. Même, on avait beaucoup tergiversé parce que tu vois, sur les premiers rachis, ils sont très importants, ces premiers rachis. La souga, ils expliquaient en fait, parce que Rachid a essayé d'expliquer pourquoi la Gemara, elle fait une équivalence ça veut dire entre le domaine, entre la femme et l'esclave, en ce qui concerne le fait, la manière d'acquérir, si on exclut, tu vois, soit le maître, soit le mari. Et voilà, donc ça, Rachid parlait de ça. Il avait essayé d'expliquer comment ça se fait que la Gemara faisait cette équivalence. Bon, il avait expliqué, tu vois, il avait commencé à dire, oui, puisque ça veut dire dans les deux cas, si tu veux, soit les Hachamim, soit Hachem, ils ont fait en fait que ça veut dire, ça leur revient. Par exemple, c'est-à-dire que les Hachamim, ils ont dit que les cadeaux que la femme, elle reçoit, on va dire, ils reviennent au mari. Donc, même si, parce qu'en réalité, bon, bref, j'ai pas envie de revenir. Ça, c'était les Rachid de la semaine, si tu veux, de la Ouais, Souga. ouais. C'est-à-dire, voilà, j'ai Ouais. pas envie de le faire. Mais c'est sur ça Ouais, qu'il expliquait que bien que, en fait, c'est clair que la femme, on avait déjà vu, il n'y a pas d'acquisition sur le corps de la femme, alors que c'est l'esclave qui a une acquisition sur le corps. Mais Rachid, donc, il avait ce problème sous-entendu, et il essayait de dire que oui, mais du fait que, en fait, sur le droit qu'il a sur les cadeaux, donc, en fait, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est pour ça que la Gemara elle assume que ça ne serait pas différent. C'est que si quelqu'un, quand il donne un cadeau à un esclave, le maître, il le reçoit automatiquement, même s'il y a une condition, ça serait la même chose chez la femme. Voilà, c'est ce qu'il disait. Parce que c'est ça ce que le Rachid, plus ou moins, il avait beaucoup. C'est-à-dire lui-même, comme on voit bien qu'il a des difficultés avec ça, Rachid lui-même, donc tu vois, voilà, mais ça, on l'avait déjà fait la semaine dernière, il y a 2 semaines qu'on l'avait déjà fait. Quoi. Donc, voilà. Donc là, on est Rachid, en fait, en haut de la page 24A, quand il est en train d'expliquer Chachamim. Après, je vais te laisser Sacha lire ou Valentin, celui qui veut. Donc, Sacha, en haut tu de la veux ou page. sinon j'y vais? Vas-y, Valentin, vas-y. Ouais. En isha poda maaser sheni. כסלקא דעתך במעשר שני שהוא משדה בעלה, שהיא כבעלה וקחינן למעשרו וכדי מפרש לו לה ואזיל. Voilà. Je Voilà. traduis. Tu veux essayer ou Ouais, que tu aurais pu penser que son maaser sheni, il est dans le champ de son mari, et elle est comme son mari, et alors son maaser, c'est ça son serait son masque. maaser, ça serait son maaser comme son maaser à lui, comme Voilà, c'est expliqué plus haut. parce que le verset disait Masro. Je ne me rappelle plus comment le passage dit, mais il dit Imigal. Maasro. Ouais, d'ailleurs, voilà, c'est marqué dans. Je ne sais pas si vous avez la main avec le Torah Shalem, là, sur le côté. Mais vous avez le passage en entier. Imgol Igal Ish Masero Vechamishito Yosef Alav. C'est Vaïkra 26, 27, 31. Ouais, moi, je l'ai sur le côté. Si vous l'avez dans l'Agma Torah, ça veut dire sur le côté. Ouais. C'est-à-dire, si jamais un homme il libère de son maaser, il rajoutera un cinquième.
Donc voilà, Bon, le je suis Rashi. désolé, je ne l'ai pas, le Rashi, je ne le trouve pas là. 24a, premier Rashi, Ouais, tout en haut. Ben, tu regardes tout en haut. mais alors, je sais pas, c'est Kaf Gimel Amoud Aleph. Non, Kafdalet Amud Aleph. Kafdalet Amud Aleph. On a tourné. Ah, Je veux dire, la souris, elle était Kaf Gimel je Amud crois que Aleph. quand. Ouais. Ok, d'accord, je l'ai. Ouais. Merci. Ouais, voilà. Donc, allez, je C'est relis encore. enregistré, ma médiocrité est enregistrée. C'est Ouais. c'est ça. Ouais. Je te dis, je me rappelle quand on faisait les cours de Mishnah Berurah quand on était à l'école, et que tu vois, parce que tout le monde dormait, et le Rav, il se rendait compte quand il tournait la page, il devait se mettre à tourner la page. Je me rappelle très bien de ça. Voilà, c'est comme, je relis encore une fois, allez, je relis encore une fois, après je laisse Valentin relire le l'énergie d'après. Donc, un chapeau d'Amassachini, donc une femme rachète le Massachini, c'est ça, c'est pour dire, à Kassal Kadata, qui nous montrerait à l'esprit des Maaser Shini, on parle du Maaser Shini, Shiu Misade Baala, qui est en fait du chant de son mari, Shei Kebaala, parce qu'elle serait comme son mari, avec Arinan Be Mima Asero, et donc il s'appliquerait sur elle le pasouk Mima Asero, qui était Vimgol Igal Ish Mima Asero, et donc il veut Hamishito, et donc il faudrait ajouter un cinquième, comme la Gemara va expliquer après, donc, voilà, donc comme il a dit Valentin, Ah, Aziz, c'est après, pardon. ouais, Azil c'est après. Et Hadar, c'est avant, c'est ça? Ouais, c'est ça, Hadar c'est après. Azil, c'est parce qu'en arabe, Azil, ça veut dire avancer. Donc, Demefaret l'avait Asile, ça veut dire Azal, il est parti chez, tu vas le voir beaucoup dans la Gemara, Asile, ou ça peut vouloir dire une manière mentale, Asile, les chitato, Asile, les chitaté, ça veut dire il va d'après son esprit, mais ça veut dire marcher physiquement aussi, tu vois. Tu vois, Azal, les Gabé, il est parti chez, etc. Et par contre, Hadar, ça veut dire revenir. Donc Hadar, ça veut dire c'est qu'on a refait, ça fait plutôt, ouais, ça veut dire qu'on est en train de répéter, revenir. Tu vois, même le mot Mehadrin, ça vient de là, tu vois, ça veut dire, c'est de l'araméen, Mehadrin. Tu vois, c'est vrai qu'il y a Peri et Hadar, tu vois, mais a priori, la racine à la base, c'est l'Arzor, tu vois, c'est quelqu'un qui est Mechazer, qui revient pour chercher à faire la mitzvah de la meilleure manière, tu vois, donc voilà. Meilleure manière. Mais Azil, ça veut dire aller, et c'est pour ça que ça veut dire plus loin, comme on va expliquer plus loin, ou comme on est en train d'expliquer, ça veut dire que des Mefaresh Azil, comme il est en train d'expliquer en marchant, c'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire voilà, que des Mefaresh Azil, comme il explique en marchant, ça veut dire comment il est en train d'expliquer, ou comme on va expliquer. Tu vois, Hadar, ou tu mets Hadar, c'est comme il a, en général, comme il a déjà expliqué, parce que ça veut dire comme il a revenu. C'est-à-dire revenir, tu vois, ou tu vois, par exemple, ou réviser même, tu vois. Quand on dit à la fin du Perek, Adran alach Maseret, ou Adran alach Perek Ploni, ça veut dire on va revenir sur toi, on va revenir sur toi, chapitre ou traiter un tel, ça veut dire on va revenir, tu vois. Et c'est ce que ça veut dire. Bref, tu vois, moi, mais t'as raison, Asile, ça veut dire, on va expliquer plus loin. Vas-y, je te laisse faire Rachid après. Alors, Isha, Preda. Isha Belo Chomesh. דלאו דידה הוא ואין מוסיפין חומש על פדיון מסכות והקדשות אל הבעלים. Voilà, comme ça, en fait, on est בלא חומש, דלאו דידה. דלאו דידה, oui, parce qu'on, oui, donc il explique là le concept que, étant donné que c'est sa femme, si ça avait été, il y a elle paierait le chomesh si c'est une seule même personne. Voilà. Et donc, il explique Rabbi Meir ici. Il va expliquer Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit que non, il ne doit pas rajouter le cinquième. Et donc, il dit, ou a priori, ça veut dire de l'avdida, ou ça veut dire, a priori, ça veut dire que, a priori, quelle que soit la raison, ça veut dire, en tout cas, c'est pas, selon Rabbi Meir, on ne sait pas encore pourquoi, mais c'est pas, sont pas considérés comme sa récolte à elle. Et donc, il y a celui qui a rajouté un cinquième, c'est que le propriétaire. Voilà, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir lui pense qu'il ne faut pas rajouter un cinquième. Donc ça, c'est la marloquette dans la Braïta entre Rabbi Meir et Rachamim dit la femme, elle doit rajouter un cinquième si elle rachète le Maaser Sheni de son mari. Et Rabbi Meir lui dit non, il n'est pas obligé de rajouter le cinquième. Et la Gemara, maintenant, ensuite, dans la suite, elle essaie d'expliquer de quoi on parle, tu vois. Et alors, la Gemara, elle avait dit si elle utilise l'argent de son mari, alors c'est là où elle dit je l'écoute Avda, elle est son envoyée, à la base, il dit Rashi. Alors, שליחות העבדה ומטעם דמן דאמר פודין בלא חומש. Ouais, ou Maïtama. Quelle a raison? Deman. Ouais. Vas-y, Deman d'Amar. Deman d'Amar, Podin Belo Chomesh. Voilà.
Il a raison qu'elle ne rédime pas avec, Avec un sans cinquième, le. puisque si elle utilise l'argent de son mari et que le Maaser Sheni c'est son mari, donc c'est sûr qu'elle elle est que Shlichuta Avda, elle est qu'un envoyé de son Bien sûr. Et mari. donc, à ce moment-là, elle devrait payer le chômage. Voilà, c'est ce que Rachid dit. Et la Gemara dit non, elle a savoir qu'elle utilise son argent à elle. Alors, ça, la Gemara va dire si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a un avis qui pense qu'il faudrait qu'elle rajoute le chômage? C'est sûr que c'est deux choses différentes puisqu'elle utilise son propre argent qui est pas celui de son mari. Ça, c'est la deuxième option que la Gemara dit dans la suite. Donc, elle m'a dit, Rachid après dit, et là, Bezouzé Dida, c'est quand elle utilise les Zouzim, son argent Dida à elle. Alors, tu vois, Rachid? Ouais. Ezouzidia, Dinirknas, c'est. Non, C'est Milog. Dinir Semilog. Ça veut dire que voilà, c'est son argent à elle, mais Rachid veut dire, c'est quand même l'argent que le mari il aurait un certain droit dessus. Parce que tu vois, sinon il n'y aurait aucun chidouche. Mais bon, je sais pas Dinir, pourquoi. c'est comme Neches, c'est les impôts. Neches, c'est les biens. Nechassim, c'est les biens. Et Milog, je vous avais dit Milog, ça veut dire picorer. Ouais, c'est Picoré. Voilà, picorer. C'est que normalement, ça se dit quand un oiseau, il est Meligat Tarnegolim, ça veut dire c'est les oiseaux, les poules qui picorent. Tu vois, et donc, Parce que Beit Neches, aujourd'hui, c'est les maisons des duties. Ah ouais, ok, dis bien. oui, parce que c'est Meches avec un même, ça c'est un Noun, c'est Neches avec un. Ah. Ça, ce que tu as avec un même, Meches, c'est les taxes. Il y a vraiment des voix anciens, tu vois. Même on l'a dans la paracha de la semaine dernière, avec Varotem Meches, Echad Menachmishim, un truc comme ça, Echad Mechamish, dans la paracha de la semaine dernière, quand il parlait sur la partie, la partie qui allait au Kohanim ou au Léviim du butin qui avait été ramassé par les soldats, là-bas il est marqué Motem Meches, et vous enlèverez un Meches, vous enlèverez une taxe. Donc c'est déjà dans les voix anciens, dans la Bible, le mot Meches veut dire taxe. Mais ici, c'est le mot neches avec un nun, tu vois, qui veut dire bien. Hein. Et nechsemilouk, ça veut dire les biens, où le mari il a un droit de picorer. Je ne sais pas pourquoi Rachid a besoin de rajouter ça. Bon, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie non plus de poser une question par rapport à ça, mais voilà, mais peut-être qu'après, mais voilà, mais je pense que Rachid dit ça simplement parce que il veut dire que si c'est vraiment de l'argent à elle, que son mari n'avait vraiment aucun droit, tu vois, ça veut dire il veut dire comme ça. Ce qui veut dire, comment est-ce qu'elle aurait de l'argent que son mari n'a aucun droit, puisque son mari il a un droit sur ses héritages, un droit sur ses dons, etc. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait expliquer encore une fois que le mari, que la femme, elle a reçu de l'argent à condition que le mari n'a pas de droit dessus. On veut éviter justement ce cas-là, puisque c'est c'est pour ça que Rachid veut dire. Dans cette optique, dans cette option, elle voulait dire, si c'est de l'argent à elle, alors c'est sûr qu'elle doit pas rajouter un chômage. Mais Rachid dit, mais comment est-ce qu'elle peut avoir de l'argent à elle? Alors Rachid explique, oui, c'est de l'argent à elle, où le mari a certains droits, mais malgré tout, tu vois, c'est son argent à elle. Et donc, c'est logique que normalement, il ne faille pas rajouter le chômage. Bref, mais j'ai pas vraiment envie d'entrer dans cette histoire de Nirsemilog parce que voilà, mais Rachid le dit parce qu'il veut, si Rachid veut expliquer comment, quand la Gemara dit qu'elle a de l'argent à elle, elle n'a pas encore entré dans l'histoire de la condition que le mari, tu vois, il n'a pas d'usufruit, etc. Donc ça veut dire voilà, donc ça veut dire Rachid veut dire donc comment est-ce qu'elle a de l'argent à elle si jamais elle peut pas recevoir des cadeaux avec des conditions. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'elle dit non, c'est de l'argent à elle, mais le mari il a quand même un certain droit d'usufruit. Voilà. Enfin bref, en tout cas, ouais. Vas-y. La rejette, c'est à la fin. C'est sûr qu'elle ne devrait pas rajouter un chômage. D'accord. Vas-y, le Massa. Ah, moi, c'est l'idée 1, Isotav, de ses champs. Méditer à lui, c'est-à-dire méditer de ses champs à lui, de ses à lui. Donc pourquoi est-ce qu'elle a, si c'est son argent à elle et c'est ses champs à lui, pourquoi est-ce qu'elle doit rajouter un chômage? C'est sûr que c'est considéré comme une autre personne puisqu'elle n'a rien à voir. Et donc, l'Agma a dit ici, ça c'est un truc, l'Agma a dit, elle dit Ishama Hamana Velo Isha. Donc ça dans l'Agma, il est marqué ça. Marqué que l'Agma voulait dire, alors cette dracha est très bizarre, honnêtement, tu vois, il y a tout un tas de choses juste après. Mais tu vois, c'est pour ça, bon, ça veut dire que normalement, l'Agma n'avait pas vraiment besoin d'arriver à dire qu'il y a une dracha qui tirait dans le pasouk. C'est-à-dire, selon la garça que Rashi il a, c'est comme le verset, comme si vous encore une fois le verset, si vous l'avez, il dit Ve'im Gaol igal ish mima sero. Hamishito Yosef Alav. Tu vois, ça c'est le pasouk. Si jamais un homme, il rachète un homme lui-même de son maaser, il doit rajouter un cinquième. Or, le mot ish, il est en trop dans le pasouk. Donc Rashi voudrait dire, c'est en tout cas selon la garça que Rashi là, que il y a chez nous dans la Gemara, c'est comme si la Gemara disait que ce mot ish, il vient exclure la femme, en disant que si jamais la femme, elle utilise son argent à elle et qu'elle va racheter le maaser de son mari, elle ne doit pas rajouter un cinquième, puisqu'il y a marqué ish mi maasero, et le ish, il est en trop, il vient rajouter la femme. Et il vient exclure la femme, excusez-moi, il vient exclure la femme.
Tu vois, mais ça, c'est bizarre parce que tu vois, ça veut dire, ça, c'est ce que Rachid va dire, mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas besoin de ça. Normalement, le fait même que c'est pas l'argent du mari, alors, puisqu'elle utilise son propre argent à elle, c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième. On n'a pas besoin, a priori, d'une rachat spéciale pour exclure la femme qui va racheter le maaser de son mari puisqu'elle utilise son argent à elle. Donc, ça, Tosfot, il va parler de ça, mais Rachid, lui, a priori, c'est ça ce qu'il avait marqué dans sa Gemara. Donc, c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer, tu vois. Il explique que. איש אמר רחמנא ולא אישה, איש ממסרו אמר רחמנא, ולא אישה ממעשר בעלה, דאישה Frère Damien, comme une autre personne, qui est frère, c'est comme quelqu'un d'autre. Ah. Ouais, c'est ça le problème, c'est Rachid se contredit lui-même, tu vois, c'est si la femme c'est comme quelqu'un d'autre parce qu'elle utilise son argent, donc tu n'as pas besoin normalement d'un verset, d'un mot spécial dans le verset pour l'exclure, tu vois. Tu vois, c'est ça le problème, tu vois, mais bon, c'est pas grave, tu vois, on va garder la question puisque ça soit, il va en parler. En tous les cas, voilà. En tous les cas, l'agma, en grosso modo, pour revenir là où est-ce qu'on est dans l'agma, pour recadrer où est-ce qu'on est dans Rachid, donc c'est que l'agma avait dit de quoi on parle. Si on parle qu'elle utilise l'argent du mari, c'est sûr qu'elle doit rajouter un cinquième. Si jamais elle utilise son argent à elle, c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième puisqu'elle est une tierce personne. Et là, de quoi on parle? Que quelqu'un lui a donné de l'argent à condition qu'elle rachète le maaser. Et donc, et là, ça, le problème, il est que les avis sont inversés, puisque Rabbi Meir, c'est celui qui dit ici que il faut pas qu'elle rajoute, elle n'est pas obligée de rajouter un cinquième. Donc, ça voudrait dire que Rabbi Meir, il pense qu'elle a acquis l'argent, puisque quelqu'un lui donne de l'argent à condition qu'elle rachète le maaser, c'est son argent à elle, à la femme. Et par contre, Halim qui disent qu'il faut rajouter un cinquième, c'est qu'ils pensent que la femme, elle n'a pas acquis l'argent et que c'est le mari, enfin, en tout cas, que le mari, il a acquis l'argent et que c'est comme si le mari rachetait le maaser avec son propre argent, bien qu'il a été donné à la femme à condition de racheter le maaser. Donc, les avis sont intervertis. C'est la question de la Gemara. Donc, voilà, si tu veux racheter sur ça, vas-y, va. Mais C'est une question du moins. non, par rapport au Ish Amar Ramana, pourquoi il se contredit? Parce que là, le pasuk il vient différencier l'homme de la femme. Oui, mais pourquoi il a besoin de dire après Acher Dame? Tu vois, il dit à la fin, il dit, et c'est Un comme autre. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que moi, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux t'expliquer. Moi, j'ai C'est pas pas fait ça, c'est pas ça le concept de Ish. Enfin, le fait de dire Ish est différent de Isha, quoi, non? Non, mais parce que déjà, tu avais mes Maasero, déjà, tu vois, en fait. Tu vois, le passage qui dit Ish, Emigol Ish, mi Maasero, tu vois. Ça veut dire, si un homme, il va libérer de son Maaser. Donc, on sait déjà que le mot Maasero lui-même, son propre Maaser, on sait déjà que le fait de rajouter un cinquième, il est limité à la personne qui vient libérer son propre Maaser. D'accord? Donc, ça, on sait. Donc, maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que la femme qui utilise son argent pour racheter le maaser, est-ce que sans aucun, ça veut dire, sans, si tu n'as aucune source, rien du tout, qu'est-ce que tu penses? Que c'est le mari ou c'est une autre personne? Tu dis, a priori, si elle utilise son argent à elle, tu vois, logiquement, tu dis que c'est une autre personne et qu'elle ne doit pas rajouter le cinquième. Et Rachid, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin. Il dit mais c'est une autre, c'est quelqu'un d'autre. Ok, alors si c'est quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu as besoin de dire qu'il y a un pasouk de Ish qui vient exclure la femme? Tu comprends? C'est pour ça que tu vois, c'est difficile. Tu vois, c'est ça l'idée. Je vais t'expliquer en fait, si tu veux aller plus profond, tu vois, l'idée c'est pourquoi. Parce que pourquoi il y aurait besoin d'un passage spécifique pour la femme? C'est parce qu'en fait, c'est comme on a vu qu'on parle ici, en tous les cas, dans cette étape de la Gemara, que la femme, c'est pas son, c'est ok, c'est son argent elle, mais sur cet argent-là, le mari, il a quand même un droit, parce qu'il a le droit de l'usufruire. On avait vu, comme Rachid avait dit avant, nirsémilogue, ça veut dire qu'elle rachète le maaser de son mari avec son argent. Mais comme Rachid dit, oui, mais cet argent-là, le mari, il a quand même un certain droit dessus. Donc, on aurait pu croire, encore une fois, et comme on va le voir dans la suite d'ailleurs de la Sougia, qu'en fait, que puisque le mari a un certain droit sur l'argent même de la femme avec lequel elle rachète le maaser et qu'il est aussi le propriétaire du maaser, donc ça serait d'une certaine manière comme si la personne, elle se rachète son propre maaser. Puisque même si c'est l'argent de sa femme, le mari, il a un certain pouvoir dessus, il a un certain droit dessus. Et donc, on comprend en fait que le pasouk, Rachid a besoin de dire non, il y a un pasouk spécial qui dit Ish me maasero pour exclure la femme, tu vois. Ça voudrait dire justement, j'aurais pu avoir un doute sur le cas de la femme qui utilise son argent à elle pour acheter le maaser. Parce que même si son argent à elle, malgré tout, le mari a un certain droit dessus. Et le pasouk qui te dit non, Ish, tu vois, elle voit sur la femme, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est pas Rachid, il dit pas ça, tu vois. Rachid, il dit, ok, il ramène le ish, machin, et puis il dit, oui, mais c'est comme quelqu'un d'autre. Alors, si c'est comme quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, peut-être c'est ça ce qu'il veut dire, Rachid, tu vois. Mais bon, c'est pas très explicite, tu vois. Toi, j'ai pas envie de m'attarder dessus tellement parce que. J'ai compris, non, mais moi, c'est clair. Je pense que ça, tu vas parler, tu vois, dessus. Mais tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Le problème dans cette histoire-là, c'est que on a l'impression dans Rachid que, voilà, qu'on n'est pas en train d'exclure un statut spécial. C'est comme je dis, ça aurait été très bien si Rachid avait dit ce que je t'ai dit, quoi. Que puisque le mari, il a les nexémilogues sur cet argent qu'elle va utiliser pour le
rachat, donc j'aurais pu croire que c'est son argent à lui, et donc il doit rajouter un cinquième, et c'est pour ça que le pasuk dit non, ish. Le mot ish, il est en trop pour exclure isha, c'est-à-dire que même si la femme, elle utilise tout ça, donc c'est pas considéré comme une tierce personne. Mais voilà, mais Rachid dit pas ça, il dit, ouais, on voit que c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi Rachid dit ça, c'est-à-dire pourquoi ça ferait pas sens de dire que le ish, il est pour exclure le fait que le mari, il a une sémilogue, parce que le fait que le mari, il a un droit d'usufruit, par exemple, sur les héritages de la femme ou des choses comme ça, c'est un truc d'ordre rabbinique qu'ils ont instauré pour donner ça ce droit-là au mari, parce que si jamais elle est capturée par des goïms, le mari, en échange, il est obligé de payer la rançon. Donc, comme ils ont voulu rajouter ce droit-là, qui n'était pas un droit de la Torah, ils ont dit en échange, le mari, maintenant, il est obligé à l'époque, malheureusement, de la Mishnah et de la Gemara, il y avait beaucoup de prises d'otages. Mais donc, en fait, si tu veux, donc ils avaient rajouté cette obligation sur le mari. Donc, en fait, en échange, ils lui ont dit, OK, si jamais elle hérite, toi, tu as un droit d'usufruit sur ses biens. Mais donc, comme c'est un truc d'ordre rabbinique qui est tardif, tu vois, qui a été instauré, mais c'est je sais pas, 2 siècles, tu vois, juste avant la destruction du temple, tu vois, un truc comme ça, tu vois, je sais pas, on va dire un siècle avant, tu vois, un truc comme ça. Donc, ça ne peut pas être ça que la Torah elle fait référence en disant Ish pour exclure la femme, parce que s'il a des usufruits, blablabla, parce que tout ça, c'est que d'ordre rabbinique et c'est très tardif, tu comprends. C'est pour ça que en fait, voilà, Rachid ne peut pas expliquer que ça a la raison. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu compliqué cette histoire. Voilà, tu vois, j'arrête ici, tu vois, mais voilà. C'est très intéressant. Voilà, bref, tu vois. Voilà, mais en tout cas, voilà. Tosfot, il va en parler, donc, tu vois, j'ai pas lu Tosfot, donc j'ai pas envie déjà le Tosfot qu'on doit faire nous maintenant. Il est déjà assez long, à mon avis, il va nous prendre pas mal de temps. mais voilà, donc on reviendra dessus. Alors, Almena, c'est ça Le Rachid, après, c'est quoi? C'est. Almena, Chetivde, bon. Voilà, que quelqu'un lui a donné l'argent à condition qu'elle rachète le Maaser Sheni avec. Donc, comme il y aurait une condition exclusive, donc c'est pour ça que le mari, il n'aurait pas, de Maaser. Vas-y, alors. שתהיה כאיש אחר לבדות בלא חומש, ורבנן סברי כי אמר לקנה קנה בעלה, וכי אמר על מנת לאו כלום, הוא ילקח זוזה אבי נמי דבעל ושלחותי עבדה, איש ממסכו קרינה ורבי מאיר סבר, לדידה גופה לו, הגדילה גופה לא יקנה לה, אלא להחיש תתאה כאיש אחר, להזדד בו ולא חומש. Ok. C'est pas, tu veux essayer ou tu veux. Ouais, je vais essayer, ça force à réfléchir. Il dit que donc, je dis qu'il soit comme en fait c'est pour créer une séparation, c'est ça? Non, ils ont donné une condition, ça veut dire que le type il lui a donné l'argent à condition. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut avec cet argent. La seule chose qu'elle peut faire, c'est racheter le Maaser Sheni. Il dit qu'il cherche l'Ivdot Belo Chomesh, ouais, pour que ce soit vraiment comme une tierce personne qui n'a pas à racheter avec le cinquième. Rabban Savri qui amarle kanekanale qui amarle abinat lav klum. Voilà, la condition est nulle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que Rabbanan, c'est Rashi qui reprend la terminologie de ce que l'Agma avait dit avant, c'est-à-dire que pour que la condition, c'est-à-dire pourquoi ça ne marcherait pas? C'est parce qu'en fait, que comme il lui a dit acquiert, même si il lui a dit acquiert que pour acheter le Maaser Sheni, en fait, dès que la femme, puisqu'on dit que tout ce que la femme elle acquiert, le mari il acquiert, donc en fait, ça fait que dès qu'il lui a dit acquiert, le mari il a acquis, et voilà, et la condition elle saute parce qu'elle n'a pas la force de tomber. Il explique pourquoi on dit Tivdé et pas Kané. Ça? Ouais, mais ça veut dire, ouais, mais même s'il a dit Tivdi, mais il a dit, d'abord il est obligé de lui dire. Ça veut dire, en fait, moi je me suis posé la question, mais ça veut dire, a priori, même s'il n'a rien dit, ça veut dire, imagine, il lui donne $100. Il lui dit voilà, il lui dit rien. Il lui dit voilà $100. Il lui dit rien. Il dit même pas voilà $100. Il lui donne il met $100 dans sa main et il dit pour que tu rachètes le Maaser Sheni du mari. Tu vois? Mais je pense que même ça ne marche pas. Tu vois, tu pourrais dire voilà, il lui a pas dit acquiert. Puisque Rachid te dit voilà, comme il lui a dit acquiert, donc voilà, elle a acquis et maintenant le mari il a automatiquement acquis et la condition elle saute. Tu vois? Tu pourrais penser, voilà, comme je pense que toi tu pensais dans ta tête, tu dis voilà, peut-être que le type il lui a donné l'argent, il n'a même pas dit acquiert, il lui a dit simplement voilà, on va dire voilà pour acheter le Maaser Sheni de ton mari. Ouais. Mais tu vois, mais malgré tout, tu vois, c'est quand il lui met l'argent, le billet dans la main, c'est comme s'il lui avait dit acquiert, tu vois ce que je veux dire, c'est implicite. Et donc si on dit que tout ce que la femme elle acquiert, le mari il acquiert,
voilà, ça revient au même. Tu vois, la condition qu'il met après, selon un banane, tu vois, il n'aurait pas. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est selon la banane, selon Rabbi Meir, tu vois, dans la Mishnah, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, la condition qu'il met après, elle a pas de. Je sais pas comment expliquer, tu vois, elle peut, tu vois, elle est trop, tu vois, c'est-à-dire, pour expliquer, c'est comme si tu fais une Elle est trop condition. faible, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, elle arrive trop tard, en fait, surtout ça, Mm. tu vois. C'est pour ça, moi aussi, je me suis demandé, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une autre question. En vérité, tu vois, il faut que je regarde, mais c'est-à-dire, parce que c'est une discussion dans la Gemara, dans le Talmud, à plusieurs endroits. Je pense que même on l'avait vu, je pense qu'on l'avait vu ensemble déjà. Est-ce que Almenat, ça veut dire Me'arshav? Est-ce que quand quelqu'un dit à condition que, ça Ah veut ouais. dire à partir de maintenant? Tu te rappelles de ça? Ouais, rétroactif ou pas. Voilà, exactement. Ben, c'est exactement ça, tu vois. Et on a l'impression que l'Agmara ici, pour une raison ou pour une autre, elle a compris que Almenat, c'est, en tout cas, a priori, c'est peut-être lié à la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, mais l'idée, c'est que si on dit que Almenat, c'est pas comme Me'arshav, c'est que, tu vois, c'est ça, parce qu'ici, il dit Almenat, il dit, il lui donne l'argent, il dit Zechri, Kane, Almenat, j'ai tivdé Maaser Sheni. C'est à condition que tu rachètes le Maaser Sheni. Ou à condition que tu te rachètes toi-même en tant qu'esclave, dans le cas de l'esclave. Donc ça veut dire, il dit Almenat, il utilise ce langage, et il semblerait que Chachamim ou Rabbi Meir, tu vois, puisque les noms ils sont inversés, mais ça voudrait dire que celui qui pense que ça marche pas, c'est parce qu'il dit le Almenat, il n'est pas Me'arshav, tu vois, il n'est pas rétroactif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, il a donné le billet de $100 dans les mains de la femme. La femme, maintenant, elle a acquis ce billet. Ah, toi, tu as dit Almenat que tu vas racheter le Maaser Sheni avec. C'est trop tard, tu vois. Le Almenat, tu vois, comme maintenant elle a le billet dans les mains, tu vois, c'est trop tard. Tu vois. Et même si tu lui as dit avant de lui donner le billet, ça change rien parce que tu vois, dès qu'elle va le recevoir, elle acquiert et la condition, elle tombe que après. Tu vois, c'est techniquement, tu peux mettre, je te donne la condition que, d'abord, tu es obligé de donner pour que la condition, elle soit active. Et si jamais une fois que tu as donné, la condition, elle ne peut plus être active parce que le mari l'a acquis, ben, la condition, elle est annulée, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, de Chachamim en tout cas, ou de celui qui pense que la condition, elle marche pas et que le mari, il acquiert l'argent, et que donc c'est comme s'il rachetait le massage avec son propre argent. C'est parce que voilà, c'est comme le almenat, ça veut dire la condition, elle peut pas être rétroactive au point où elle vient avant le début de l'action, donc elle tombe toujours trop tard, quoi. Et a priori, c'est comme si on disait a priori, si on dit almenat komer me'arshav, peut-être ça serait complètement différent. Mais on a l'impression vraiment que, en tous les cas, c'est ça où c'est ça la discussion ici, entre celui qui dit que ça marche et celui qui dit que ça marche pas. Puisque tu vois, c'est une mahloket, tu vois, soit entre Rabbi Meir et Chachamim, ça veut dire, il y en a qui dit la condition, elle marche, et il y en a qui dit non. Et peut-être ils discutent est-ce que c'est marchable ou c'est pas marchable, tu vois. Mais c'est étonnant que la Gemara, elle n'a pas fait la connexion, et j'ai pas vu dans les Rishonim qui ont fait la connexion, j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est lié à ça, tu vois, mais c'est tout, tu vois, si vous en souvenez, tu vois, mais c'est lié a priori. Jusqu'à ce que Rachid il explique à chaque fois, est-ce que Rachid fait que citer la Gemara plus tôt, c'est la Gemara, elle semble dire que c'est un problème de temporalité, quoi, c'est un problème que nécessairement, pour que la condition, à condition que, il faut d'abord que tu donnes et après la condition elle tombe. Et si quand le mec il a donné, la femme le mari l'a automatiquement acquis, la condition elle est, tu vois, elle peut pas. Voilà. Elle va marcher. Mais si tu dis qu'elle met comme marchave, c'est vrai que tu as un problème, que c'est possible que ça marche, c'est possible que c'est ça la marloquette, mais tu vois, voilà, c'est voilà. Mais c'est possible que c'est différent parce que même si c'est rétroactif, ça ne peut pas être rétroactif au point où tu vois, ça remet en jeu l'action qui permet à la condition de pouvoir exister, tu comprends? Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est ça, c'est pas même le cas si on veut réfléchir un peu plus dessus, si vous avez le temps, ça veut dire, si on dit qu'Omer Almenat Omer Marchav, c'est normalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, tu es marié avec moi, Almenat que tu me donnes, ou que je te donne $50, voilà, dans un mois, d'ici un mois. Alors on dit, si on dit que le cas de la Gemara là-bas, c'était, il y a deux personnes, il y a un type qui avait dit, voilà, que tu sois marié avec moi, que tu sois marié avec moi, à condition que je te donne $50 d'ici un mois. Et après, il a donné les $50 avant un mois, mais avant ça, il y a un autre type qui est venu et qui avait fait des kiddushin et qui avait donné à la femme les $10 ou $50, tu vois, 5 jours avant. Et la question était de savoir, est-ce que tu vois, quand il avait dit Almenat, est-ce que les kiddushin du premier, il fonctionnait avant celui du deuxième, parce que c'était trop actif, tu vois. Ça, c'est comme Almenat comme Kershav ou l'eau Kershav, tu vois, c'est ça la marloquette là-bas. Et est-ce que c'est rétroactif ou pas? Ça veut dire, est-ce que la condition, elle marche, que les kiddushin, ils vont, et donc, si tu veux, ça serait celui-là qui gagne la femme et pas le deuxième. Ou non, tu vois. Mais ici, tu vois, l'idée, c'est que, ok, même s'il dit qu'Omer Almenat comme Omer Archav, mais parce que tu vois, c'est-à-dire, ok, il fait la condition, mais il n'a jamais dit dans sa condition que
que tant que je t'ai pas donné l'argent, t'es pas marié avec moi depuis le début, tu vois ce que je veux dire. Il dit, voilà, que tu sois marié avec moi à condition que je te donne $50 dans un mois. Tu vois, Almenat, que je te donne $50 dans un mois. Tu vois, quand il dit ça ne veut pas dire que tant que je t'ai pas donné les $50, tu n'es pas marié avec moi. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que, alors que ici, quand il dit, je te donne, mais à condition que ton mari ne le reçoive pas, tu vois, ça veut dire, c'est pour que le mari ne reçoive pas, il faut déjà que tu l'acquières, tu vois. Tu as une contradiction, tu vois, un peu sine qua non. Donc peut-être c'est différent, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire que même si on ne peut pas dire qu'ici, même si on dit Almenat comme Mershav, ça ne peut pas être Mershav par rapport à quelque chose, tu vois, qui techniquement n'est pas possible, tu vois. Ça veut dire d'abord il faut qu'elle acquiert pour ensuite exclure le domaine du mari, tu vois. Voilà. Et donc peut-être que c'est pour ça que l'Agma ne ramène pas ça ici, je ne sais pas, tu vois, mais c'est lié, en tous les cas c'est très proche. Également proche Rashi, en tous les cas, en citant l'Agma, il dit que c'est un problème de temporalité, pour revenir à ce qui est marqué dans Rashi, il dit, comme elle doit d'abord acquérir, tu vois, pour que le mari n'ait pas de domaine, n'ait pas de possession dessus, donc il se trouve qu'au moment où elle acquiert, le mari il a une possession dessus, et donc, donc le Almenat, il est annulé parce qu'il temporellement, il tombe trop tard, quoi. Il arrive trop tard et donc il est nul. Ah ouais, ok, ok. Très Non, clair. ouais. Ok, tu vois, donc, tu vois, ça veut qu'il y a Bala avec Kamal Medlo, Ilkar, Zouzé Abunami de Baal, voilà, donc je veux dire, tu veux dire Ilkar, je crois qu'on était à Ilkar. Oui, oui, Ilkar. Ouais, vas-y, Raval. Ilkar, Zouze Ave Nami, Debal, Veshilchute, Avde, Voilà, Ish, donc là c'est le grammaire, donc tu dis un petit peu de Ilkar, c'est pour cela. Zouzé, la recette d'argent, avait Nami, le mot Nami, il est bizarre, c'est pour ça que il est comme tu dis. aussi, non? Ouais, il est aussi, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il veut dire? En tout cas, Have des balles, c'est mieux sans le Nami. J'imagine que le petit guimel là qui est à côté, il doit enlever le Nami parce qu'il marche, mais il est en trop, quoi. Tu vois, ça veut dire, en tout cas, cet argent, il est aussi au mari. En tous les cas, il est au mari, tu Ouais. vois. Je Et la l'écoutais, shlichut, elle a fonctionné, quoi. c'est sa chouchrette à elle. Donc, elle est que l'envoyée du mari pour acheter le maaser sheni. Donc, elle devrait acheter un cinquième. Donc, c'est pour ça qu'il dit, Ish Masero Karinan Be. Et donc, ça serait comme une personne qui rachète son propre maaser et donc Ah, il faut rajouter le 5%. Tu vois, et Rabbi Meir, tu vois, donc vas-y, maintenant et il dit. Rabbi Meir, ça va, les 10 des Gouffins, c'est à elle. Non, voilà, c'est bien, non, il dit justement, il dit le contraire. Il dit des Goufa, ça veut dire, ah oui, t'as raison, il dit à lui, il dit là. Alidida Gouffin. À elle, Goufa À elle. elle-même, lo aknela, elle n'a pas acquis. Donc le mari ne peut pas acquérir. Elle a l'acquis, parce qu'elle a acquis que pour, elle a l'acquis simplement pour cette chose-là, qui est de racheter le maaser. J'étais Ishacher, justement, puisque le type, quand il lui a donné, il lui a dit, je te donne cet argent uniquement pour que tu rachètes le maaser, justement pour que comme ça, elle soit considérée comme une tierce personne. J'étais écrit Ishacher. Et vous donne de l'euromèche pour pouvoir acheter sans le cinquième. Et donc, lui, il penserait que voilà, que le mari l'a pas acquis parce que la femme elle-même, elle n'a pas acquis. Puisqu'en fait, quand il lui donne, c'est comme s'il avait donné une destination, il lui avait dit, voilà, je te donne cet argent uniquement pour acheter le maaser chénil. Donc, en fait, c'est comme si elle n'a pas acquise. Donc, le mari n'a pas acquise. Donc, en fait, quand elle va racheter le maaser chénil avec cet argent, c'est un peu comme si c'était le mec qui lui avait donné qui est en train de racheter le maaser chénil. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rajouter un cinquième. C'est bon? Non, non, non. Non. Ouais. Ok, C'est clair, c'est pas clair, je peux répéter. non, Donc, ça y est, ça y est. ouais, ça veut dire, c'est que selon Rabbi Meir, Ouais, selon ça, elle a fait. elle n'a pas acquis. Elle-même, elle n'a pas acquis. Donc, le mari n'a pas acquis. Et donc, c'est pour ça que maintenant, pourquoi elle n'a pas acquis? Parce que quand le type lui a donné, il lui a dit, je te donne ça que pour acheter le Maaser Sheni. Donc, tu vois, donc, le donneur, celui qui lui a donné, et voilà, il reste, on va dire d'une certaine manière, le propriétaire de cet argent jusqu'à ce que le rachat arrive, quoi. Et donc, Alors, c'est comment ça se fait qu'elle rachète, mais sans ouais, cinquième? justement, puisque c'est comme si c'était une tierce personne, en fait, qui rachète. Tu comprends? C'est comme imagine, tu vois, ça veut dire le type, le cas, on va Ah. dire, imagine. Il s'est neutralisé lui-même, quoi. Voilà, ça, imagine, c'est Sacha qui donne l'argent. Je sais pas si Sacha est dehors, je sais pas ce qu'il fait exactement. Non, non, je suis là. Ouais, ok, ouais, très bien. Alors, en tout cas, imagine, c'est Sacha qui a donné l'argent, je sais pas. Imagine que voilà, c'est Valentin, il a du maaser chéni qu'il doit racheter. Et que, en fait, donc, Sacha, il donne de l'argent à la femme de Valentin en disant, je te donne cet argent que pour acheter le maaser chéni, pour que tu rachètes avec le maaser chéni de Valentin. Donc, en fait, ce qu'il te dit Rachid, c'est que
en fait, cet argent, en fait, il reste dans le domaine de Sacha en réalité tant que le rachat n'a pas eu lieu. C'est ce que Rabbi Meir pense. Et donc, en fait, le mari, il n'a jamais acquis. Donc, on ne peut pas dire, ah voilà, comme la femme, elle a acquise, donc le mari l'a acquise, donc le alménat, il ne marche pas. Puisqu'en fait, tu vois, selon Rabbi Meir, lui regarde ça d'une autre manière. Il dit, non, en fait, la femme elle-même, elle n'a jamais acquise. Donc, en fait, tu vois, c'est-à-dire, elle est, en fait, si tu veux, l'argent, il reste dans le domaine de Sacha depuis jusqu'à la fin, jusqu'au rachat lui-même, tu vois. Et donc, quand c'est Sacha, donc, quand il y a le rachat, c'est comme si c'était Sacha qui avait racheté les fruits de Valentin, et donc il ne rajoute pas le cinquième. Et la femme, en fait, elle est qu'un vecteur, tu vois, elle a été comme une sorte de, tu vois, voilà, elle a fait qu'une action de rachat, mais en fait, c'est pas, elle a jamais acquis l'argent, tu vois, pour qu'on puisse dire, ah voilà, comme elle a acquis, le mari l'a acquis, et donc c'est l'argent du mari. Tu vois, c'est comme ça que Rabbi Meir, tu vois, dans la deuxième opinion, ça veut dire, il court-circuite le raisonnement de tout à l'heure. C'est-à-dire, le raisonnement de tout à l'heure, c'est de dire, ah voilà, comme le mari, il acquiert, comme la femme, elle acquiert, le mari, il acquiert, et le alménat, il est trop tard, donc il est annulé. Donc, en fait, c'est comme si c'est le mari qui a racheté son propre maaser, tu vois. Et ça, c'est le raisonnement, ça, c'est l'avis opposé qui dit qu'il faut rajouter un cinquième. Et celui qui pense qu'il dit qu'il ne faut pas rajouter un cinquième, il te dit non, c'est parce qu'en fait, la femme elle-même, elle n'a jamais acquis cet argent. On lui a donné que pour racheter le Maaser Sheni. Donc, en fait, le véritable propriétaire de cet argent, d'une certaine manière, ça reste celui qui a donné. Dans le cas de Sacha, par exemple. Et donc, en fait, quand le rachat il a lieu, c'est comme si c'était Sacha qui avait racheté le fruit, donc il ne faut pas rajouter un cinquième. C'est ça l'idée de Rabbi Meir. Tu vois, voilà, c'est ce que Rachid dit. Tu vois, il dit, je sais pas, tu veux être dans les mots, tu vois, ça veut dire. Voilà, pas dans les mots, je peux le dire dans les mots, il dit Rabbi Meir, je parle pas de Rabbi Meir, Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense. Les dida goufa, ça veut dire à elle-même, les dida elle, goufa même, ça veut dire elle-même. Lo aknela, elle n'a jamais acquis cet argent pour qu'on puisse dire, ah voilà, donc le mari, il a acquis automatiquement et le alménat, il est annulé. Il dit, non, elle-même, elle n'a jamais acquis. Elle a acquis, puisque c'est, on va dire ici, uniquement pour cela, c'est-à-dire pour acheter le Maaser Sheni. Acheter Keish Acher, justement pour qu'elle soit comme une autre personne, Ivdod Velo Chomesh, pour acheter sans Chomesh. Et donc voilà, donc c'est pour ça que en fait, ça serait considéré comme une autre personne, puisque elle-même, elle n'a pas acquis cet argent, donc le mari non plus n'a pas acquis cet argent. Voilà. Ça, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, et le problème, c'est que donc l'Agma, elle arrive sur ça, elle dit ah, mais c'est comme ça, les avis sont inversés, puisqu'en ce qui concerne le rachat de l'esclave, c'était Rabbi Meir qui pensait qu'il ne peut pas se racheter lui-même, et Rabbanan qui disait qu'il peut se racheter lui-même. Donc ici Rabbanan, ils disent ils disent qu'il ne faut pas rajouter le cinquième. Rabbanan, il pense qu'il faut rajouter un cinquième, donc ça veut dire que elle est considérée comme n'ayant pas vraiment d'acquisition, la femme. Voilà, ça veut dire que c'est le mari qui se rachète ses propres fruits, et donc la condition ne marche pas. Et Rabbi Meir, c'est celui qui pense qu'il ne faut pas rajouter un cinquième, donc voilà, donc c'est inversé, les avis sont inversés, peu importe. Ça marche, c'est inversé. Et alors, ok, donc c'est pour ça que l'Agma arrive à une autre condition, elle dit non, ça ne parle pas du tout de ça, un autre cas, elle dit ça ne parle pas du tout de ça, ça parle que la femme, elle a hérité du Maaser Sheni de son père. Et la discussion est de savoir c'est est-ce que le mari il a un certain droit sur ce Maaser Sheni ou pas. Si on dit qu'il a un droit sur ce Maaser Sheni, donc en effet, si la femme utilise l'argent du mari pour acheter le Maaser Sheni, il faudrait rajouter un cinquième, parce que c'est le mari qui rachète son propre Maaser Sheni. Alors que si jamais, en fait, tu vois, si jamais le mari n'avait aucun droit sur ce Maaser Sheni, donc c'est comme si, même si la femme utilise l'argent du mari, c'est comme si une tierce personne, c'est comme si le mari rachetait l'argent de son beau-père, il rachetait le maaser de son beau-père, et donc il n'y a pas besoin de rajouter un cinquième. C'est ça ce que la conclusion de l'Agma, c'est ça ce que l'Agma de Rachid va expliquer maintenant. Donc voilà, ça part d'une femme qui a hérité le maaser chéni de son père. La question, c'est de savoir est-ce que le mari a un certain droit dessus ou pas. Ceci étant dépendant de est-ce que le père lui-même avait un pouvoir dessus, ou bien c'était l'argent d'Hachem. Si c'était l'argent d'Hachem, alors ça veut dire qu'en fait, le beau-père lui-même n'était pas propriétaire de cet argent, donc le mari lui-même n'a aucun droit sur cet argent. C'est comme si la femme, elle le recevait directement d'Hachem. Donc en fait, ça veut dire voilà, et ça serait l'avis de Rabbi Meir. C'est bon, puisque Rabbi Meir pense que le maaser Sheni, c'est l'argent d'Hachem. Donc, si elle rachète le maaser Sheni, elle n'a pas besoin de rajouter un cinquième, puisque ça n'a jamais été l'argent du mari. Et Rami, il pense non, c'était l'argent du beau-père, et comme c'est l'argent du beau-père, donc quand elle hérite de son beau-père, le mari il a certains droits dessus. Donc, si elle le rachète avec l'argent du mari, il faudrait rajouter un cinquième. C'est bon? Ouais, très bien. Alors, En vérité, mais bien ça. On continue? Non, je s'arrête là.
Non, ici, il faut pas ça. Daïté Ben Hacha, c'est-à-dire qu'elle a reçu de son beau-père. Daïté, c'est qu'elle a reçu ou qu'elle a amené une Ben Hacha de la maison de son beau-père, en fait. אוקיי. שימט אביה והיה לו מעשר שני, וירשת עם שאר נכסים, ויורשה הבאה לה לאחר מכן נכסי מלוג, אין וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. Donc il explique le concept qu'en fait elle a hérité de son père et tout ce qui est et donc donc elle explique le concept que et à partir de là le mari lui va bénéficier du milog. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il y a par là. Et donc, à cause de ça, ça serait peut-être d'une certaine manière considéré comme son propre argent. C'est-à-dire, si elle rachète en fait le Maser Sheni qu'elle a hérité de son père avec l'argent du mari, ça serait comme le mari il a aussi un droit sur cet argent. Donc, ça serait comme si le mari rachetait son propre Maser Sheni et donc il faudrait rajouter un cinquième. C'est clair? Je traduis des mots. C'est bon, c'est pas la peine. Je peux traduire. Je retraduis les mots. Donc, Shemet Avia, que c'est un pour Sacha au cas où il dormait. Shemet Avia, que son père, il est mort. Vayalo Maaser Sheni, qu'il avait dit Maaser Sheni, Vayarashta, qu'elle a hérité, Imshan Nechassim, avec d'autres biens. Je ne sais pas pourquoi Rachid dit avec d'autres biens, aucune idée, tu vois. Parce que si elle a hérité que du Maaser Sheni, je sais, ça ne change rien. Bon, tu vois, c'est bien que je l'ai connu parce que moi, je n'aurais pas vu ça, mais il faudrait faut voir qu'est-ce que c'est ce Imshan Nechassim. A priori, ça ne change strictement rien. Je ne sais pas pourquoi Rachid a ajouté ça. Tu vois qu'elle a arrêté le Massageni avec les autres biens. Le Gimshat Abba la Harmikan, donc cet héritage-là qui vient après donc le mariage, il y a la Harmikan, c'est parce que si une femme elle a hérité son père avant la mort, avant le mariage, ça c'est un autre statut complètement, c'est son argent à elle vraiment, quoi. Mais là, il veut dire que les droits d'usufruit, ils sont donnés au mari quand elle a hérité après le mariage. C'est ce qu'il dit. Donc ici, il dit Veirushat Abala, c'est un héritage qui lui vient à elle, la Harmikan, ça veut dire après le mariage. La Harmikan, c'est-à-dire après ça, c'est-à-dire ici le Mikan, ça veut dire après le mariage. C'est Miloghen, donc c'est des biens de Milog, où le mari peut picorer. Veilkar Ben Karka, et donc il faut acheter des terrains, Orel Perot, et lui il mange des fruits, il mange des usufruits, il a l'usufruit. Et donc ça serait suffisamment son argent pour que ça soit considéré comme s'il rachetait lui-même son propre maaser, et donc il faut qu'il rajoute un cinquième. Et par contre, Rabbi Meir, il pense que non, que en fait, le mari n'a aucun droit sur cet argent. Donc, vas-y, tu veux dire, le Rabbi Meir est un Hamé, tu veux dire, vas-y, Ah, il dit, là, moi, je vois qu'il est marqué Rabbi. Sur Sephora, il dit Rabbi Rabbanan. Ah non, pardon, je me trompe, c'est grave. Rabbi Meir est Hamé, ok, je vais trop loin. Et Diamar, le Kaman, avec Sheni. Ah, בפרק שני. מעשר ממון Gavoa. גבוה. ואכילתו משולחן גבוה הוא, ייקח אינו כאשר נכסים למקנייה, בעל בתקנתה, דתקון רבנן פירות לבעל ייקח לא זכה בי וכי פקה לבזוזה לבעל לאו מעשכו הוא, תזוזה דאחר מעשה דחת. C'est d'Echad ou Maaser d'Echad. C'est d'Echad, c'est de Hachem en fait. Ouais, c'est d'Echad, non, ça veut dire l'argent, le zouzé, ça veut dire l'argent du Maaser, il a une personne et le Maaser, il a une autre personne. Tu vas reprendre le mot depuis le début. Mais derrière. Ouais, vas-y, mais t'as raison, oui, c'est ça. Ça veut dire, des khad, ça veut pas dire d'Hachem, ça veut dire, oui, ça veut dire, le zouzim, ça veut dire l'argent qu'elle utilise pour le rachat, qui est l'argent du mari, il appartient à une personne, des khad, c'est à une personne, et le maaser des khad, et le maaser, il appartient à une autre personne, il appartient à elle, en fait. Parce que tu vois, elle, en fait, c'est sûr que tu vois, elle hérite d'Hachem, quoi, parce que c'est elle maintenant, plus ou moins, voilà, mais c'est d'Hachem, mais tu veux dire tout maaser, c'est toujours jamais son maaser, parce que si tu dis, ah oui, comme c'est Hachem, donc à chaque fois qu'un type il rachète son maaser, tu vas dire, ah non, je rachète pas mon maaser, je rachète le maaser d'Hachem. Tu vois, on dit pas ça, puisque la Torah, elle a dit clairement, tu vois, un homme qui rachète son maaser, il doit ajouter un cinquième, tu vois. Mais ici, ce que ça veut dire, non, c'est Zouzé d'Echad, ça veut dire l'argent qu'elle utilise, c'est l'argent du mari. Le Maaser d'Echad, c'est le Maaser, il a elle, c'est-à-dire grosso modo que c'est vrai que c'était à Hachem, mais Hachem, maintenant, si tu veux, c'est encore à Hachem, mais c'est son Maaser à elle qu'elle a reçu d'Hachem, quoi. Et le mari, il n'a aucun droit dessus, surtout, c'est ça l'idée, quoi.
Wow. Ouais. Et tu vois, la grosse question qu'il y a sur ça, si tu veux, la question qu'il y a sur ça, c'est que, parce que si on dit, parce que si l'Agma dit quoi? Elle dit, comme le maaser, c'est l'argent d'Hachem, donc quand elle hérite d'Hachem, et le mari, il n'a aucun droit dessus, tu vois. Par contre, si jamais on dit que le maaser, c'est l'argent de son père, donc quand elle hérite de son père, et donc le mari, il a des droits dessus, comme il a sur tous les autres héritages de son père. Tu vois, ça c'est ce qui sort de l'Agmara. Mais ce que les Rishonim me demandent, il dit oui, mais si le Maaser il appartient à Hachem, alors comment elle peut l'hériter, puis que n'importe qui il pourrait le prendre, tu vois. Tu peux pas faire hériter quelque chose qui t'appartient pas, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est bizarre. C'est une question. Tu vois, les Rishonim ils parlent dessus. Ça veut dire, ils disent ouais, c'est une question. Tu vois, c'est une question. L'idée, c'est que si tu devrais être conséquent avec toi-même de dire que si c'est l'argent d'Hachem, ok, alors, et à cause de ça, le mari, il a On aucun pourrait droit. jamais prendre. Voilà, c'est ça. Donc n'importe qui pourrait le prendre, ça ne veut pas l'hériter. Ça veut dire ça serait FKR et c'est l'argent d'Hachem. Et celui qui va aller le manger à Jérusalem, il peut le manger à Jérusalem et c'est tout, tu vois. Et, tu vois, bon, alors c'est la question. Il y a une question parce que il y a des peu importe, tu vois, c'est une question. A priori, ça veut dire c'est l'argent d'Hachem, mais malgré tout, tu l'hérites à tes enfants. Tu le vérites à tes enfants. Mais c'est assez l'argent d'Hachem pour que le beau-père, pour que le gendre, lui, n'ait pas de droit dessus. Tu vois, Voilà. c'est un régime fiscal spécial. C'est le régime spécial ma soeur Chénie. Et voilà, voilà, peu importe. Tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, voilà, en tout cas, je vais traduire dans les mots simplement, tu vois, pour que ce soit plus clair pour, tu vois, tu vois, ça veut dire, donc, je reprends Daïté, mi Ben Achak, elle a amené de son beau-père, chez Met Avia, que son père était mort, Vayalo Maaser Sheni, et donc, attends, mais je ne vais pas vous refuser la réponse, je vous ai Rabbi Meir Tama, excuse-moi, Rabbi Meir Tama, Rabbi Meir sur sa raison, Damar le Kaman, qui a dit plus loin, Beperek Sheni, dans le deuxième chapitre, Maaser Mamon Gavoaou. Maaser, c'est l'argent d'Hachem. On avait vu qu'en fait, du passou, comme on a fait la semaine dernière, parce que quand c'est là-bas, quand il disait c'est Hachem et tout ça, je ne me rappelle plus ce qu'il dit le passou, mais c'était clair là-bas. Vakilato, Mishulchan Gavoaou. Et quand quelqu'un il mange le maaser à Jérusalem, bien qu'il le mange avec sa famille, il peut le donner à qui il veut, malgré tout, c'est comme s'il le mangeait de la table d'Hachem. C'est comme si Hachem il t'invite au restaurant, et c'est lui le restaurant, c'est lui le propriétaire du restaurant, et toi, tu vois, tu manges, tu vois, ça veut dire, voilà, quand tu manges dans le restaurant, en fait, ça devient c'est au moment où tu manges que ça devient à toi. Tu vois, ça veut dire. Donc, c'est ce qui veut dire Rachid. Il va Chilato, mais Shulchan Gavoaou. Ça veut dire que n'importe quel juif, quand il mangeait ces fruits-là à Jérusalem, c'est comme s'il mangeait vraiment de la table d'Hachem. C'est Hachem qui lui donne, c'est-à-dire, voilà, c'est au moment où il le mange où il acquiert, en fait. Il car Eno Kishar Nechassim, c'est pour ça, c'est pas comme les autres biens qu'elle aurait reçu qu'elle aurait hérité de son père. Les Mikneye Baal, Betakana, des Takun Rabanan, les Mikneye Baal, pour que le mari, il les acquiert, enfin, pour avoir l'usufruit, Betakanta des Rabanan, suivant le décret d'ordre rabbinique, Perot, les Baal, qu'on a vu, qu'on a donné les Perot, ça veut dire l'usufruit au mari, comme je l'avais dit, en échange du fait qu'il la libère si elle est prise en otage. Et donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que il a pas de kinyan dessus, puisque ce master-là, il est exclu de ce régime du fait elle hérite d'Hachem et pas de son beau-père, et pas de son père. Le prix par calé, donc si jamais elle rachète ce master avec l'argent du mari, mais vous êtes des balles avec l'argent du mari, l'omima serohu, ça rentre pas dans la catégorie de racheter son propre maaser, des zouz et des rad, puisque l'argent il appartient à une personne, c'est-à-dire au mari, ou maaser des rad, et le maaser appartient à une autre personne, c'est-à-dire a priori à la femme. Je vais faire le dernier assis. Rabbanan Allez. est un. Rabbanan est Jadou. Mais Rabbanan Tameu, de Amre, Mamon, Idiot, Hu. C'est l'argent d'un tierce personne simple. Wechaila, Alea, Taena, de Rabbanan, Uperot, le Baal Kacher, Nirse, Milo, Kevan, de Mezouze, Baal Parka, Maïrouanche. Tu veux dire? Je peux essayer, mais je sais pas si c'est Wechaila. Allez, ça tombe, tu vois, c'est comme. Ah, C'est comme. ah oui, Khal, c'est comme Khal. Voilà, voilà, c'est comme on est pas moderne. Alea, Tekana, de Rabbanan, Uperot, le Baal Portugal, Cacher, Semilog, Kevin. Ah oui, donc je traduis. Donc, sur elle tombe en fait le Takana du Rabanan, que les pérotes, que les fruits reviennent au mari, dans le cadre du bicorage. Et puisque avec un zouz,
Ah, plus quelqu'un d'autre. Nous disons, donc, Kévan, non, et puisque des Bézouzé des Baal Barka, et puisqu'elle le rachète avec l'argent du mari, or que le maaser lui-même aussi il appartient au mari, puisqu'il a dessus les usufruits, ben, Chomesh, il faut rajouter un cinquième. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien? Pas bien grave. Mais voilà, mais est-ce que c'est clair, Rachid, ou ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non. Je me suis endormi au milieu. Je sais pas. Vous êtes endormi? Non, je sais pas, c'est que j'ai dit au milieu de la phrase et puis c'est arrêté. Je sais. C'est pas rendu compte. Franchement, avec des, c'est grave. Hein. Ok, d'accord, ok, bon, mais c'est clair, mais c'est bon, tu vois, donc ça veut dire quoi? T'as compris, ça veut dire, je reprends, mais donc ça veut dire la takana, c'est comme Rabbanan, il pense que l'argent du Maser Sheni, il appartenait au beau-père, donc, puisque voilà, puisque c'est l'argent des propriétaires, donc ça tombe dessus le décret d'ordre rabbinique comme quoi le mari il a le droit de l'usufruit sur cet héritage, et donc maintenant, avec Kevan des Bezouzé des Baal Parga, et puisque maintenant il est en train de le racheter, elle est en train de le racheter avec l'argent de son mari, donc c'est du Maser Sheni qui appartient d'une certaine manière à son mari pour l'usufruit, qu'elle rachète avec l'argent de son mari, donc Baer Chomesh, il faut rajouter un cinquième. C'est bon? Ok, c'est clair. Ouais. Ok, maintenant, ok, voilà, donc ça c'est Rachid, tout ça. Simplement, je te dis, moi, simplement, voilà, on a Rachid. Mais ce que je veux dire, peut-être qu'on peut commencer ta soirée, tout ça, parce qu'on a commencé tard, donc je peux. Mais en tout cas, ce que je veux dire, avant de peut-être si on commence peut-être un peu ta soirée, mais en tout cas, ce que je veux dire, la seule question que moi je vous ai, qu'il y a sur ce Rachid, enfin, sur cette Gemara selon Rachid, je ne sais pas si on en parle ou pas, mais c'est que en fait, tu vois, dans la conclusion de la Gemara dit comme ça, elle dit, ouais, en fait, ça veut dire, ça sort comme ça, c'est que la discussion dans le Maaser Sheni, c'est de savoir est-ce que cet argent, il appartient au propriétaire ou est-ce qu'il appartient à Hachem, et donc de qui la femme, elle a hérité cet argent, on va dire. Si la femme, elle a hérité cet argent de son beau-père, de son père, donc en fait, le mari, il a le droit d'usufruit dessus, et donc si elle le rachète avec l'argent du mari, il faut rajouter un cinquième. Mais si jamais on dit en fait que l'argent, il était à Hachem, donc c'est comme si elle avait hérité directement d'Hachem. Donc en fait, le mari, il n'a aucun droit dessus. Et donc si elle le rachète avec l'argent du mari, c'est pas la peine de rajouter un cinquième. C'est ça ce qui sort de l'histoire. Ouais, c'est bon. Et tu vois, mais moi, tu vois ce que je veux dire. Donc on a l'impression, si tu fais les maths, ça fait quoi? Ça veut dire que si jamais le mari, en tous les cas, ça paraît clairement que si jamais le mari il a le droit d'usufruire sur ce maaser sheni, eh ben, ça suffit pour dire que c'est son argent et que si après il le rachète avec son argent, il faut rajouter un cinquième. Bien qu'en fait, si tu veux, l'argent lui-même, il lui appartient pas. Le fait que c'est lui qu'il a l'usufruit, ça suffit pour dire que voilà, c'est son argent et que s'il rachète avec son argent, ça veut dire voilà, c'est son propre master qui rachète. Il semblerait que tout le monde est d'accord. La seule question, c'est de savoir est-ce qu'il a ce droit à l'usufruit ou pas. Tu vois? C'est ce qui sort de la conclusion de la Gemara. Okay. C'est clair? Ouais. Et le problème, c'est que tu vois, c'est que si tu reviens dans l'étape d'avant, quand la Gemara elle avait dit de quoi on parle, etc., elle avait dit si on parle que c'est la femme qui rachète, qui utilise son argent pour acheter le maaser du mari, pourquoi elle doit rajouter un chomesh? Et Rachid avait dit ouais, quel argent elle utilise? Elle utilise de l'argent à elle, mais que le mari il a un droit d'usufruit dessus. Donc il semblerait que dans la Gemara avant, dans un cas similaire, tu vois, symétrique, mais similaire quand même. C'est-à-dire en fait, où l'argent, où le maaser sheni, il appartient au mari, mais elle utilise de l'argent qui est à elle, mais que le mari, il a le droit d'usufruire sur cet argent. Malgré tout, la Gemara, elle considère que c'est évident que c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui rachetait le maaser sheni du mari. Tu vois? Et ça c'est une explication, tu vois, c'est vrai que c'est pas exactement le même cas, c'est des cas symétriques, parce que dans un cas, dans le premier cas, c'est le maaser sheni, il est au mari, et l'argent, en fait, il est à la femme, et le mari, il a que l'usufruit. Mais donc, c'est l'argent qui est utilisé, il est à la femme, et le mari a l'usufruit. Et dans ce cas-là, la Gemara dit, ah, c'est sûr qu'il ne faut pas racheter le chômage, parce que c'est pas son argent, tu vois, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Rachid dit même, il y a un pasouk, ish, velo isha, un truc comme ça. Et par contre, ici, en fait, à la fin, dans le cas où la femme, elle hérite, en fait, de son beau-père, le mari, il a que l'usufruit sur ce maaser sheni. Donc, en fait, maintenant, quand il le rachète, la Gemara dit, ah, mais s'il a l'usufruit et qu'elle le rachète avec son argent, avec l'argent du mari, c'est sûr qu'il faut rajouter un cinquième. Donc, quelle est la différence, tu vois? Pourquoi dans un cas, ça te paraît évident
que non, il faut pas rajouter. C'est-à-dire, si jamais, tu vois, l'argent, l'usufruit du mari, il est sur l'argent qui est utilisé pour le rachat, c'est évident que c'est pas considéré comme s'il rachetait son maaser avec son argent. Et c'est sûr qu'il ne faut pas rajouter la promesse. Et par contre, si c'est le cas inverse, c'est-à-dire que la femme, elle utilise l'argent du mari pour acheter du maaser sur lequel le mari a l'usufruit, ah, c'est sûr il rachète avec son propre argent son maaser. Pourquoi C'est de là d'où ça part, non? C'est que c'est de là d'où ça part, c'est que le flux d'argent, quoi, l'usufruit, c'est un flux qui vient de la femme et qui va au mari. Donc, vu que ça va jusqu'au mari, le mari, après, il est propriétaire et pas la femme. Oui, mais ça devrait marcher dans les deux sens, tu vois. Bah, C'est bien. en fait, c'est une histoire j'ai l'impression que c'est une histoire d'inclusion, non? C'est que la femme est inclue dans le mari, mais que Ouais, le mari est pas inclus dans la femme. ouais, mais pourquoi? Parce que si tu dis, tu vois, si jamais, tu vois, si tu dis ça, moi je suis d'accord avec toi que normalement ça veut dire que du fait que le mari il a un droit sur le usufruit, ça veut dire grosso modo, on va dire comme ça, si on veut parler techniquement en fait, ça veut dire, on va dire la femme, elle est en train d'utiliser, on va prendre le cas, tu vois, la femme qui a de l'argent qu'elle a reçu en héritage, ça veut dire de l'argent à elle, que le mari il a un droit d'usufruit dessus, elle l'utilise pour acheter le maaser chez son mari. Normalement, tu vois, grosso modo, en fait, et sur ça, la Excusez-moi, vous pouvez redire? Pardon. Ouais. Vous pouvez redire? Ça veut dire la femme, ça veut dire, imagine la femme, elle a de l'argent à elle, Mm. mais c'est de l'argent à elle, mais normalement, le mari, il a un droit d'usufruit sur cet argent. Mm. Ok. Et elle utilise cet argent-là pour acheter le maaser chéni de son mari. Tu vois. Et la Gemara, elle dit sur ça, c'est sûr que c'est deux personnes différentes. Il ne faut pas rajouter un cinquième. Mm. Alors, tu vois, tu pourrais dire déjà d'où elle a le droit, elle doit acheter le maaser chéni avec son mari. Tu vois, ça veut dire, en fait, ce qui se passe, on va dire c'est du cash. Tu vois, pour te parler techniquement, c'est du cash. On va dire, voilà, c'est $5,000. On va dire que le maaser chéni, c'est $5,000 ou $10,000. Normalement, ça veut dire quoi? Si on dit que le mari a un droit sur l'usufruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, c'est $10,000 qu'elle a, il faut qu'elle les mette en banque ou qu'elle achète un appartement ou elle achète un terrain avec ou qu'elle les mette dans un compte qui ramène des intérêts et que le mari reçoive les intérêts du compte en banque, tu vois, c'est-à-dire dans un, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, la CDI, je sais pas CDI, je sais pas comment ça s'appelle, dans des trucs, dans un compte bloqué qui ramène des intérêts. Et tu vois, les intérêts, et tu vois, et voilà, et le mari reçoit les intérêts. Donc maintenant, déjà, quand la femme, tu vois, elle dit, OK, non, je vais prendre cet argent-là et je vais acheter le maaser chéni avec, tu vois. Donc le mari, il est obligé de donner son accord, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, mais la Gemara considère que malgré tout, OK, il a été d'accord, ça veut dire donc OK, l'argent ne va pas aller dans une banque, il ne va pas rajouter des intérêts, il va rien, donc le mari ne va rien recevoir de cet argent à la fin. Mais la Gemara considère que, OK, donc comme cet argent il est à la femme, donc c'est comme si voilà, c'est la femme qui rachète le maaser de son chéni, le maaser de son mari, c'est pas la peine de rajouter un cinquième, tu vois. Voilà, c'est comme si tu vois, voilà, la Gemara considère ça comme ça, bien que le mari il avait un droit d'usufruit sur cet argent et qu'il a laissé tomber, tu vois, ça veut dire, et donc il a participé, si tu veux, un peu à ce rachat, tu vois ce que je veux dire, en laissant sa femme utiliser cet argent que normalement il aurait pu bloquer, tu vois. Tu vois, et tu vois, mais ça veut dire que, et malgré tout, la Gemara, en tout cas, elle considère que ce droit-là qu'il avait sur cet argent et qu'il aimait vater, ou tu vois, ou que tu vois qu'il, voilà, ça fait que ça constitue pas que c'était son argent à aucun moment, tu vois. Parce que dans un cas, c'est l'argent et l'autre, c'est le carcan, non? Voilà, Dans un cas, c'est l'argent qu'elle a. c'est pas vraiment du carcan, c'est des fruits. Ça veut dire le cas symétrique, c'est quoi? Ça veut dire, voilà, imagine, tu vois, donc ça veut dire, elle a reçu de l'argent elle a reçu des fruits elle a reçu des fruits de son beau-père. On va dire que si on est sûr que tu vois que c'est de l'argent que c'est de l'argent de son beau-père, etc. Son père, elle. Voilà, dans le cas, on va dire que c'est Mammon, voilà, que c'est voilà, son père, elle. On dit que c'est Mammon idiote, donc pas comme Rabbi Meir. Ça veut dire, voilà, c'est son argent, c'était l'argent de son père, elle a reçu, c'est du maaser chéni. Le mari, normalement, il aurait un droit d'usufruit. Ça veut dire que, je sais pas, tu vois, ça veut dire il faudrait racheter le maaser chéni, tu vois, et avec ça, et je sais pas, et avec l'argent, acheter quelque chose qui ramène des intérêts, ou bloquer l'argent dans des intérêts, dans un contexte des intérêts. Je sais pas, tu vois exactement comment c'est possible, mais ça veut dire qu'il aurait quand même un droit d'usufruit sur ce maaser chéni, qui normalement doit être mangé à Jérusalem. Tu vois, c'est super déjà. C'est du maaser chéni, c'est du maaser chéni. Il est encore pire, tu vois. Plus tu réfléchis, quand tu réfléchis au cas, c'est encore plus lointain de dire que c'est son argent. Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir un usufruit sur le maaser chéni? Le maaser chéni doit être mangé à Jérusalem, tu vois, avec sa famille. Tu vois, tu peux pas. Comment tu pourrais obliger, tu vois, déjà quelqu'un parce que la seule manière d'avoir un usufruit dessus, c'est de le racheter. C'est de faire du rachat sur du cash.
Le cash, tu peux le manger à Jérusalem, tu vois, et donc, les fruits, ça serait l'idée, ça serait avoir de l'usufruit de ces fruits de ça, c'est des trucs que tu peux planter, tu es obligé de dire que c'est des trucs que tu peux planter, et que tu peux planter des arbres avec, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, imagine ça veut dire le seul cas possible, c'est-à-dire quand tu réfléchis techniquement, c'est quoi un maaser sheni que le mari, il a un droit d'usufruit dessus, ça veut dire, ça veut dire, ok, elle a reçu ça de son beau-père. L'idée, si le mari voulait vraiment exercer son droit d'usufruit, c'est quoi? C'est qu'il dit, OK, on peut racheter le maaser sheni pour le manger à Jérusalem. Donc, on va racheter le maaser sheni sur du cash. Le cash, on va le manger à Jérusalem, OK, on va le claquer là-bas. C'est ça la mitzvah, tu n'as pas le choix. Pas d'usufruit, il n'y a rien. Mais maintenant, les fruits eux-mêmes, imagine c'est un truc que tu peux planter. Tu peux le planter. Et voilà, et avoir des fruits de ça, quoi. Ça, planter des arbres, planter du blé, j'en sais rien, tu vas avoir des fruits de ça, quoi. Et en fait. Ils le revendent même, hein, si le prix augmente, si le prix a changé. Ouais, mais ça, c'est pas l'usufruit. L'usufruit, c'est que si tu reçois des intérêts, tu reçois des locations, tu reçois des. Tu vois, ou si tu as des arbres qui font des fruits, tu vois, mais tu vois, ça veut dire faire un bénéfice sur la revente, c'est pas l'usufruit. C'est elle qui gagne. Si jamais il y a un bénéfice sur la revente, c'est elle qui fait le bénéfice. Lui, tu vois, il a que un droit sur les intérêts ou sur les rents, tu vois, mais il peut obliger si tu veux investir l'argent dans un truc qui ramène des intérêts. Mais il peut pas, mais sur le capital, c'est à elle, tu vois. Et s'il y a un plus-value sur la capital, c'est à elle qui fait le plus-value. Mais tu vois, mais donc en fait, le seul usufruit que tu peux lui trouver, c'est ça, c'est que elle peut l'obliger, parce que tu vois, c'est déjà incompréhensible avec l'idée même d'avoir de l'usufruit sur du maaser sheni, mais a priori, ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est qu'il peut l'obliger à racheter le maaser sheni sur de l'argent, et après ça, le maaser sheni lui-même, il le plante et il peut avoir des fruits de ça, et donc lui, il pourrait avoir les fruits de ça. Et à cause de ça, ça serait considéré son argent. Plus, c'est difficile, tu vois. Ça, c'est le cas, tu vois. Et l'idée, ça serait de dire que dans ce cas-là, si jamais il rachète le maaser sheni, alors avec son argent, donc c'est comme s'il rachetait son propre maaser, il faut rajouter un cinquième. Ouais, ouais, c'est ça. Donc tu peux comprendre la différence, parce que tu peux dire, voilà, ici dans le rachat du maaser sheni, quand c'est le maaser sheni, il a un usufruit sur le maaser sheni, et vraiment c'est que le mari qui gagne dans ce rachat-là, quoi. Ça veut dire, en fait, c'est comme si, tu vois, ce qui se passe, en fait, ouais, c'est clair, ça veut dire l'idée, c'est la différence, c'est clair, c'est que dans le cas où, en fait, tu vois, tu rachètes le maaser sheni, ça veut dire le maaser sheni, c'est des fruits, tu vois, on va dire, c'est des trucs que tu vas planter. Donc, le mari, en fait, quand il va racheter les fruits, tu vois, et transmettre la kedusha du maaser sheni qu'il faut aller manger à Jérusalem, etc., sur du cash, celui qui gagne, en fait, c'est le mari, quoi. C'est comme si avant le mari, il n'avait rien, parce que ces fruits-là, il fallait les amener à Jérusalem et les manger à Jérusalem. Et donc, tu n'as aucun usufruit possible, quoi. Tu ne vas rien faire, parce que c'est des trucs que tu dois claquer, quoi. C'est ça la définition du maaser sheni, c'est que tu dois claquer en vacances à Jérusalem. Donc, tu n'as rien, mais l'idée, c'est que tu transmets ça sur du cash, et en transmettant sur du cash, maintenant, je peux avoir des usufruits de ça. Donc, on veut dire que quand tu rachètes, le vrai gagnant dans l'histoire, c'est le mari. C'est vraiment le mari, en fait, qui gagne. Tu vois, ça veut dire qu'il gagne quelque chose en rachat. Donc, s'il utilise son argent, c'est comme si, tu pourrais dire, voilà, s'il rachète son propre maaser, parce que c'est lui le bénéficiaire du rachat, quoi, on va dire. Tu vois, alors que dans le cas symétrique, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que la meuf, elle avait du fric, et le mec, normalement, il pouvait l'obliger à le mettre dans un compte en banque et de recevoir les intérêts. Et à la fin, il dit, OK, non, prends cet argent, et il est d'accord qu'elle prenne cet argent pour acheter le maaser sheni. Et donc maintenant, cet argent, il va devenir du maaser sheni, il va falloir le bouffer à Jérusalem et le claquer. Donc tu peux dire, ouais, voilà, en fait, ça veut dire, voilà, ça veut dire, en faisant le rachat, le mari, il a, si tu veux, laissé tomber tout le pouvoir qu'il avait sur cet argent. Tu vois, tu vois, donc en fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui rachète le maaser sheni avec de l'argent de quelqu'un d'autre, quoi. Parce qu'en fait, dans ce rachat, en fait, tu vois, ça veut dire même s'il avait un droit, justement, il laisse tomber son droit d'usufruit. Ça veut dire, c'est vraiment l'idée, ce qui se passe, c'est que dans le cas où la femme, elle utilise de l'argent, où le mari, elle avait un usufruit pour acheter le maaser sheni du mari, le mari, il perd. Le mari, il avait un droit d'usufruit sur de l'argent. Et maintenant que l'argent, il va être transmis dans du maaser sheni, il va falloir aller le claquer à Jérusalem. Et le maaser sheni qui a été racheté, c'est Stam, tu vois, ouais, ça lui appartenait déjà depuis le début. Donc voilà. Donc en fait, il a perdu. Et donc on pourrait dire, voilà, c'est pour ça que la Gemara peut-être qu'elle considère que c'est évident que c'est comme si, quand elle utilise cet argent-là, la femme, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui a racheté le maaser sheni du mari. Mais dans le cas contraire, tu vois, c'est la femme qui utilise, le mari qui utilise son argent pour acheter le maaser sheni de la femme sur lequel il avait un usufruit.
En fait, ce qui se passe, c'est que c'est lui le gagnant, quoi. Parce que maintenant, la Kedusha qui avait sur les fruits qui aurait dû être mangés à Jérusalem est transmise sur du cash. Maintenant, lui, il peut prendre ces fruits-là et les planter et avoir des fruits. Donc, en fait, quand il rachète le Maaser, comme c'est lui le gagnant, donc c'est comme s'il rachetait et qu'il utilise son argent, c'est comme s'il rachetait son propre Maaser et il faut rajouter un cinquième, quoi. Peut-être, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, mais dans ce cas, on voit la symétrie. J'espère que c'est clair, je sais pas si c'est clair, c'est pas clair. Je sais pas si Sacha est vivant, je sais pas. Il a sombré dans vos yeux, dans ma caméra, dessus. Mais je sais pas, la caméra est tellement lente que, voilà. Et voilà, mais, ben voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair. Enfin voilà, on a refait la Gemara avec Rachid. Je sais pas si on peut commencer ta spot, si vous voulez commencer ta spot. Moi, je suis relax. Et, c'est comme vous voulez. Pas de réponse. Ça sera plus chiant pour moi sur l'heure quand même. Ok, ouais, je laisse tomber. Alors, on laisse tomber. On teste la prochaine fois. Ok, bon, avec en tous les cas, merci d'avoir étudié. Désolé de tout ça, de tout. Merci Rav, ça fait plaisir de voir et de voir à Yeshiva. Merci en tous les cas, moi, je suis content d'y être allé, vraiment. Voilà, mais bon, je pense que les prochaines Rabotas, je ferai de l'hôtel, quoi. Je vais trouver une manière de faire de l'hôtel. Là, je voulais faire là, j'avais pas le choix de toutes les manières parce que je pouvais pas checker. Tu vois, mais et je m'étais dit, en fait, tu vois, parce que j'ai tout, même j'ai même, tu vois, attends, je te montrer, on va montrer à quel point je me suis préparé et à quel point rien n'a marché. Tu vois, ça fait, tu vois, attends, là que la caméra, elle revient. J'ai mis une caméra en plus. Pour manger sur le téléphone au cas où et tout ça, mais j'ai tout laissé tomber. C'est-à-dire, voilà. En fait, il faut que je fasse plein d'essais, en fait, pour arriver à avoir un truc qui marche. Mais le son ne dérange pas personne. Non, ça n'a pas l'air de déranger. En plus, là, tu vois, ils sont tous partis, là. Ça veut dire, là, depuis une demi-heure, ils sont partis. Je pense que tu vois, c'est le break. Ça va, c'est calme. Mais non, mais. Non, là, c'est calmé, t'as bien vu. Après, là, c'est game. Ça vous dérange juste de tourner la caméra une seconde, de montrer un peu les yeshiva? Attends, déjà, faut que j'enlève le blur. Je sais pas comment on fait le blur. Attends. Ah non. Attends, parce qu'il y a un blur, il y a un blur, je pense que c'est. Un petit. Et comment tu fais, d'accord? Vous embêtez pas. Non, c'est pas. Il faut Stop le recording déjà. C'est bon.